essayer un format un petit peu différent. Ça va peut-être moins descendant que les quasi-conférences qu'on fait usuellement dans les cafés Collapse au Tonneau. Ce soir, ça va être des petites séquences que Valérie va animer un petit peu comme on a l'habitude, mais avec beaucoup plus d'incarnation et de soucis du retour d'expérience et d'être très pragmatique autour de ce qu'elle a vécu d'abord comme médecin épidémiologiste de terrain en Afrique, au contact d'environnements dégradés, et se pose alors la question de comment est-ce qu'on adapte notre praxis à ces environnements-là. C'est quoi notre capacité de résilience? Est-ce que d'ailleurs, je ne sais pas, elle va nous le dire et puis vous pourrez la questionner là-dessus. Est-ce que c'est un bon test de résilience en tant que tel, ces environnements dégradés ou pas? Est-ce qu'on peut nuancer? Et puis elle a aussi un vécu qui m'a beaucoup intéressé quand on en a parlé au téléphone, d'être en prise avec les enjeux de la politique sanitaire dans l'entrée de la crise SARS-CoV-2 Covid, à la fois pour la Suisse et puis pour le canton de Vaud. Et par ailleurs, elle est cofondatrice de Doctors for Extinction Rebellion. Donc ça fait que cocher des tas de cases existentiellement intéressantes par rapport aux thématiques qu'on essaye d'aborder en Collapso. Donc je merci beaucoup à elle d'avoir fait un crochet par chez nous avant d'aller chez nos amis de l'INRIA demain. Et je la laisse se présenter plus avant. Mais merci d'être venue déjà, Valérie. Merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil. Je suis ravie d'être à Grenoble et de pouvoir visiter un peu demain. J'ai entendu plein de choses sur Grenoble. On va voir si c'est vrai. Bon. Alors, la santé. Alors, essayez de vous imaginer, je vous emmène en voyage. On traverse la Méditerranée et on va jusqu'en Tanzanie, en Afrique de l'Est, où j'ai travaillé et vécu plusieurs années. Et là, vous avez un centre de santé qu'on appelle Zahanati, en langage local. Typiques, ils sont tous pareils dans le pays, tous construits de la même manière, et vous voyez qu'il y a déjà une queue depuis 7h du matin pour avoir une consultation. Les gens viennent sans rendez-vous. Et vous êtes le clinicien, en fait. Vous êtes un agent de santé, comme on dit parfois, qui va devoir s'occuper de tous ces patients. Vous avez à peu près 2-3 ans de formation, hein. Vous n'êtes pas médecin, mais vous avez appris votre métier d'une manière assez pratique, en fait. Vous avez un peu appris chaque maladie, comment elle se présente, etc. Et vous savez ce que le gouvernement attend à peu près de vous, ce que vous avez comme matériel. Et puis va commencer une longue journée de consultation. Premier tri dans la salle d'attente, est-ce qu'il y a des enfants qui sont sur le point d'aller très très mal, qu'il faudrait peut-être prendre très vite? Ceux en particulier qui pourraient avoir la malaria, ça fait de la fièvre ça inquiète tout de suite, donc on fait déjà un tri. Vous voyez mon collègue ici qui a son thermomètre et qui va déjà prendre la température de ses enfants dans la salle d'attente. Et en voilà un typique, il a 18 mois, c'est l'âge moyen des enfants malades dont on s'occupe. Et effectivement, il a de la fièvre. Alors là, c'est tout de suite le stress, le clinicien. Là, vous vous sentez déjà pas bien parce que vous savez que ça, c'est le point qui déclenche les grosses inquiétudes de maladies potentiellement sévères. Et ce petit bébé pourrait mourir en quelques heures. Alors, vous commencez votre travail, vous auscultez, comme on a appris, le stéthoscope étant l'emblème du clinicien. Vous auscultez cet enfant sous toutes les coutures. En même temps, vous n'avez pas beaucoup de temps parce que la queue attend dehors. Il y en a plein d'autres derrière. Et là, c'est une autre situation. Un papa qui amène l'enfant. Des fois, c'est même le frère ou la sœur qui n'a que 10 ans et qui a quand même parfois un peu de peine à expliquer de quoi souffre le petit frère ou la petite sœur. Et vous voyez le regard interrogatif de l'enfant. Mais qu'est-ce que j'ai en fait? Pourquoi je suis malade? Et le collègue qui est tout aussi interloqué de savoir ce qu'a cet enfant, parce que le problème, c'est d'ailleurs pareil chez nous, quand un enfant commence à être malade, surtout petit, il a de la fièvre, alors il commence à vomir, et puis il a mal au ventre, et puis du coup, il a un peu de diarrhée, enfin, il n'y a plus rien qui va. Donc pour trouver le diagnostic, pour faire le Sherlock Holmes qui nécessite une prise en charge correcte, eh ben, c'est très compliqué. C'est très compliqué pour plein de raisons. Mais je vais juste vous montrer comment dans la même situation ça se passerait en Suisse, dans un hôpital universitaire typique. Donc ce serait un enfant blanc cette fois,
suisse. En l'occurrence, c'est mon fils, c'est mon dernier qui est né à Dar es Salaam, en Tanzanie. Et vous voyez que son berceau était plutôt low-tech, c'était un carton de banane. Il était super bien là-dedans. Voilà, et s'il était tombé malade, là-bas, il n'est jamais tombé malade, ça allait super bien, il vivait dehors, tout allait bien. Mais en Suisse, il serait probablement allé à un gros hôpital parce que c'est l'heure en général où on se rend compte comme parent que l'enfant est malade, c'est à 6 heures en rentrant du boulot, où la crèche nous dit ouais, en fait il a de la fièvre. Donc on court là où c'est ouvert, les pédiatres c'est fermé depuis longtemps, donc on se retrouve en général dans un très gros hôpital à faire la queue et on va nous faire une batterie de tests parce qu'un enfant petit qui a de la fièvre ça inquiète tout de suite beaucoup. Et il y a une surenchère qui fait qu'actuellement, un interne aux urgences, je ne sais pas comment ça se passe en France, mais je pense que ce n'est pas très différent. En Suisse, en tout cas, on va lui faire une quantité de tests assez phénoménale. On ne va pas avoir beaucoup le temps de l'examiner, pas beaucoup avoir le temps de demander aux parents si le mal de ventre, ça ne serait pas un peu l'angoisse de l'école ou un problème comme ça. Et j'ai appris récemment qu'ils passent à peu près tous dans le scanner, à peine ont-ils une petite douleur au ventre. Quand j'ai encore appris ça, ça m'a choquée. Ça dépend où, hein. Il y a des cliniques plus raisonnables que d'autres. Mais il y a vraiment une dérive là qui est complètement dingue, qui est due à plein de facteurs, la peur pour le jeune interne de manquer un diagnostic par rapport à son chef de clinique, qui lui-même est plus ou moins expérimenté, qui a peur de louper par rapport au médecin-chef ou la médecin-chef, et puis qui en plus a peur que s'il y a un enfant sur 1000 où on aurait loupé quelque chose, c'est le procès assuré par les parents. Enfin, tout ça fait qu'on en est arrivé à quelque chose d'énorme. Ça, c'est la machine qu'on utilise pour faire juste ces petites PCR Covid là, hein, qu'on fait pour n'importe quoi là. C'est ça qu'on utilise derrière comme technologie. Bon, là, je vous ai mis la version maximale pour les grands hôpitaux, mais c'est pour vous dire que c'est un truc énorme, quoi. Alors nous, on n'a pas ça en Afrique. Et puis, en plus, on sait que ça sert à rien, tout ça. Donc on est allé à l'essentiel pour essayer de résoudre quand même une certaine complexité, vu que j'ai calculé un enfant qui a une fièvre en Afrique, il y a à peu près 160 possibles pathogènes différents qui peuvent expliquer son état. Bien sûr, on n'a pas besoin de tous les identifier, parce qu'il y en a plein pour lesquels il n'y a pas de traitement, la plupart des virus. Mais enfin, ça demande quand même une certaine réflexion. Et en fait, on peut déjà avoir beaucoup d'éléments simplement sur tout ce qu'on va demander aux parents et tout ce qu'on va examiner sur l'enfant. Donc, il faut déjà utiliser au maximum ces informations que dans les pays peut-être intermédiaires, émergents, comme l'Amérique du Sud, on sait encore beaucoup utiliser. Hein. On a encore des médecins très bons cliniciens là-bas. J'ai fait pas mal de mes stages là-bas quand j'étais jeune, où il y a un petit peu de technologie, mais pas trop. Là, on est dans un setting où il n'y en a quasiment pas. Mais on va essayer d'inventer quelque chose pour guider le clinicien au fur et à mesure de sa consultation et intégrer toutes sortes d'informations qui pourraient être utiles au diagnostic. Donc en fait, on a créé une app. En gros, on a créé des algorithmes d'aide à la décision clinique. Et puis on l'a maintenant aussi connecté à un oxymètre pour mesurer la saturation d'oxygène dans le sang, parce que c'est vraiment un des éléments clés pour savoir si l'enfant va très mal et qu'il faudrait l'envoyer à l'hôpital. Et puis, on a besoin quand même pour quelques maladies de tests diagnostiques, mais on va éviter la grosse machine que je vous ai montrée tout à l'heure. Et on va prendre quelques point of care tests, il n'y a pas vraiment une traduction en français. C'est des tests qu'on peut faire au lit du malade et qui donnent le résultat en quelques minutes. Donc ceux qui sont devenus maintenant célèbres avec le Covid, tous ces tests rapides, on les utilisait depuis longtemps pour la malaria, pour les voyageurs. Parce qu'en fait, en dehors qu'ils sont extrêmement simples à faire, ils n'ont pas besoin d'électricité, on peut les faire au milieu des villages, n'importe où. Ils donnent un résultat tout de suite, donc on sait ce qu'on doit faire. En plus, pour certaines maladies, pas toutes, et c'est là où il faut être très très précis pour savoir quel test fonctionne ou pas, parce qu'il y a tout et n'importe quoi qui est vendu dans les pharmacies, etc. Mais il y a des maladies pour lesquelles le test est même plus performant qu'un test conventionnel cher de laboratoire. Alors là, je vous montre un petit peu ce qu'on a au supermarché des tests rapides. Donc là, j'en ouvre un qui, je pense, est
celui qui dépasse vraiment la capacité du laboratoire. C'est un test pour la fièvre dengue. Donc c'est un de ces virus transmis par les moustiques qui est en train d'exploser dans les zones tropicales en raison du réchauffement climatique et qui est en train d'arriver en Europe, dans le sud de l'Europe. Il y a le sud de la France est déjà atteint. Et en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on va avoir de la dengue en Europe, c'est quand et où, en gros. Donc peut-être qu'on les utilisera une fois chez nous. Et là, c'est un triple test qui détecte aussi le Zika. Mais la partie pour la dengue, en fait, il remplace 2 tests de laboratoire conventionnels très sophistiqués. Et comme il détecte une protéine plutôt que ces PCR qu'on fait en labo, la protéine reste dans le sang et paradoxalement, on détecte les gens mieux plus longtemps avec ce petit test tout simple qu'avec un test qu'une PCR. Ouais. Et ça, c'est la partie sérologique et qui fait qu'avec ce double test, on ne manque pas les patients. Et d'ailleurs, on utilise ça chez les voyageurs qui reviennent d'Afrique. Pareil, on n'envoie plus les gens au labo. Et puis, on en a plein. On a la malaria qui est absolument excellent, meilleur que la microscopie conventionnelle. On a pour le test HIV, il y a toutes sortes de formats vertical, horizontal. En fait, c'est des petits bijoux, c'est de la technologie. Je ne sais pas si on appelle ça du low-tech ou pas, on en parlera après, parce que tout dépend où on met le curseur. Et vous voyez, il y en a pour la typhoïde, enfin, il y en a. Là, je vous sors que ceux que nous, on utilise, qui sont donc tous de haute qualité, sinon on ne les utiliserait pas. On n'utiliserait pas des tests qui sont mauvais ou qui ne détectent pas. Parce qu'il y en a plein, des mauvais tests. Je ne sais pas, pour regarder l'allergie au gluten par exemple, on vend des tests rapides dans les pharmacies pour l'allergie au gluten, il est mauvais, il ne faut pas l'utiliser, etc. Donc il y en a qu'il ne faut surtout pas utiliser. Vous voyez, il faut juste 1 ou 2 petits flacons et ça se fait rapidement. Et c'est rigolo parce qu'en fait, voilà, on les utilise là-bas en Afrique, mais je les trouve, enfin, l'expérience et le fait qu'on les a validés formellement, cliniquement, a fait que petit à petit, je les ai aussi apportés dans notre clinique à Lausanne. Et pour les patients, j'ai eu un patient qui revenait d'un pays d'Afrique avant-hier. Puis avec ma collègue, on se dit, quel test diagnostique il aurait besoin. Et on se réalise qu'il lui faut la malaria, la dengue, le VIH et un test Covid. Puis on s'est regardé, on a dit, 4 tests rapides, parfait. Donc il a eu 4 tests rapides, 0 prise de sang et on avait tout ce qu'il nous fallait. Donc même chez nous, il y a un avantage à faire ces tests et nous on a en fait un espèce de tiroir sur roulette comme ça qui tourne dans la clinique et puis dans chaque tiroir il y a un test rapide pour chaque maladie et puis on ouvre le tiroir et on prend celui qui nous faut. Donc on combine, si vous voulez, notre tablette qui est là. Je vais vous raconter un peu comment on a fabriqué cet outil. Ouais. L'autre point que je voulais juste avant de vous raconter comment on a fabriqué ça, c'est en fait chez nous aussi. Donc là, je vous ai montré avant qu'on l'utilise jusque dans les villages en Afrique. Et en fait, j'ai été appelée sur la ZAD de la colline. On avait une ZAD dans le canton de Vaud pour empêcher la destruction de cette colline par la firme Holcim qui fait du béton. Et puis les zadistes étaient inquiets d'avoir une épidémie de Covid, donc ils m'ont appelée. Et puis ils géraient très bien le truc, contrairement à ce qu'on pense, ils vivaient dans des conditions difficiles. Mais quand je suis arrivée là-bas, ils avaient installé les désinfectants, tout était nickel. Ils avaient organisé un étage pour les suspicions de Covid, l'autre étage pour les mises en quarantaine. Enfin, ils étaient impeccables. La seule chose qui leur manquait, c'était du diagnostic. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avec une collègue généraliste, on est allé à 2, on a passé 2 heures. On a pris, alors, qui est motivé, qui aime la santé pour apprendre comment faire ces tests. Et on a formé 4 testeurs sous les arbres, dehors, comme ça, pour qu'ils apprennent à eux-mêmes faire les tests. On leur a mis l'application du canton pour qu'ils puissent rentrer les cas. Ils ne mettaient pas forcément les vrais noms, mais ça marchait très bien. Toutes les données rentraient normalement dans le système. Et évidemment, en travaillant avec le canton et nos autorités sanitaires, il fallait quand même que j'ai un contact. Donc on a fait un contact par là où il fallait. Et les autorités ont dit on n'a jamais vu une prise en charge d'épidémie aussi performante que sur cette ZAD. Les jeunes, là, ils sont impeccables, ils font tout nickel. On avait les statistiques chaque jour du nombre de cas positifs et tout, parfait. Donc du coup, personne ne les a embêtés, c'était parfait.
Et ils ont résolu leur petit cluster tranquille. Donc chez nous aussi, les low-tech, pour les villages autogérés, ça marche très bien. Alors, on fabrique un algorithme pour aider à la décision. En fait, si vous allez sur Play Store, si vous cherchez sur votre smartphone des outils comme ça, vous en trouvez plein. Vous mettez Symptom Checker. Ça, c'est le mot-clé qu'il faut mettre. Et c'est donc la version pour le grand public, pour se faire un auto-diagnostic à la maison, si vous voulez. Et là, je vous montre juste une petite polémique autour d'un de ces outils assez connus qui s'appelle Babylon, qui est au cœur d'une polémique depuis plusieurs années. Donc Babylon a fabriqué un algorithme pour l'autodiagnostic, dans lequel j'ai rentré d'ailleurs le cas de ma fille, et le diagnostic qui est sorti était complètement faux. D'ailleurs, j'ai pris 4 de ces outils, j'ai rentré à chaque fois le même cas de ma fille, c'était 4 fois des diagnostics complètement différents, et toujours pas le bon diagnostic. Babylon, en attendant, s'est fait suffisamment de réputation pour signer un contrat avec le National Health System du Royaume-Uni, où en fait chaque patient, avant d'aller voir son médecin généraliste, devait faire cette app pour voir si effectivement il avait besoin d'une consultation. Donc c'était obligatoire, c'est ce qu'ils avaient décidé. Et il déclare, très sûr d'eux, nous sommes l'un des prestataires de soins de santé primaire les plus sûrs des Royaumes-Unis. Ok. Des médecins généralistes s'intéressent quand même à l'affaire, essayent l'app eux-mêmes avec leurs patients et se rendent compte qu'il y a des diagnostics majeurs qui sont loupés. Je vous donne un exemple. Un homme de 65 ans qui fume, qui sent un serrement thoracique en marchant dehors, dans le froid, le diagnostic d'infarctus ne sortait pas. Une autre histoire de thrombose non plus. Bref, les médecins ont quand même réagi, se sont tout à coup réveillés et ont porté plainte contre l'outil en fait. Babylon a protesté en disant « Certains voudraient nous voir échouer et recourent à des attaques anonymes et des fausses allégations. Certains prétendent même être des médecins. » Bon, il se trouve que c'était des médecins. Et du coup, quand même, une petite réaction du côté des autorités sanitaires qui dit « Ouais, c'est vrai, on va mettre une commission là-dessus, évaluer. On reconnaît que dans certains domaines, Babylon n'est pas sûr du tout, en fait. » Mais le rapport de cette commission a été censuré par la Haute Cour sur demande de Babylon, qui ont obtenu cette censure. Donc on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans ce rapport. Pendant ce temps-là, Babylon s'est dépêché d'essayer de faire certifier son outil comme dispositif médical, parce que les lois sont en train de changer et ces apps commencent à être considérées comme des outils à part entière, qui devraient être validés comme tout diagnostic médical. Mais ils ont choisi la catégorie la plus basse, classe 1, alors qu'en fait, ils devraient être en classe 3A, donc degré de sécurité et de danger beaucoup plus élevé. Et pendant ce temps-là, c'est les chercheurs, cette fois, qui s'en mêlent et qui écrivent une lettre dans le British Medical Journal en disant « Est-ce que Babylon pourrait quand même nous donner l'évidence qu'il y a derrière leur algorithme, vu que c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on est censé utiliser ça sur nos patients, c'est de la folie. » Donc, aussi très rapidement, Babylon met sur pied une étude clinique interne avec 50 vignettes hautement sélectionnées pour que leur algorithme fonctionne bien. Ils le passent sur l'algorithme, ils comparent ça avec des médecins généralistes et ils ont conclu que Babylon diagnostique les patients mieux que l'humain et que l'intelligence artificielle a donc dépassé les compétences humaines médicales. Les chercheurs se penchent sur cette étude qui, elle, cette fois est publiée et qui décrit des problèmes méthodologiques incroyables. C'est même pas peer-reviewed, enfin c'est du n'importe quoi. Mais ce qui est très inquiétant, c'est que pendant ce temps-là, des millions de personnes, y compris qui vivent dans les pays tropicaux, dans des endroits reculés, ont découvert Babylon et l'utilisent, alors que les diagnostics tropicaux ne sont même pas inclus dedans, en plus. Donc voilà, cette saga, elle continue. J'ai juste regardé si Babylon est toujours là. Il est moins mis en avant, il est plus obligatoire. Il a été quand même un petit peu, il ose moins. Il a retiré son habitude de donner des diagnostics, parce que c'est de la folie de donner des diagnostics au patient lui-même, qui ne sait pas quoi en faire à part paniquer. Donc il y a eu un petit peu des actions pour modérer les ardeurs de Babylon, mais il est quand même toujours là et ce n'est pas le seul, il y en a d'autres.
Des mathématiciens ont réagi, ici aux États-Unis par exemple, en disant on a besoin d'une FDA, comme pour les médicaments, une instance de sécurité, mais pour les algorithmes en fait, qui contrôlent un peu tout ce qui se passe. Alors, est-ce que nous, on arrive à faire mieux? Je ne sais pas. Difficile à dire, mais je vais vous raconter ce que nous, on fait. Alors nous, on s'est dit, on va commencer petit, on prend un enfant de 2 mois à 5 ans avec une histoire de fièvre. C'est déjà bien assez compliqué. Et puis, on définit l'utilisateur cible, le patient cible et le niveau du système de santé cible. Parce que bien sûr, l'algorithme ne peut pas être le même pour une personne dans un village que pour le clinicien de premier recours, la pharmacie ou le médecin à l'hôpital. Pour chaque endroit, il doit y avoir des algorithmes et des outils qui sont différents. Donc il faut vraiment avoir l'humilité de définir exactement à quoi l'outil peut être utilisé. Et puis après, on fait une énorme recherche de littérature, on cherche tout ce qui a été publié, ça nous prend des mois, ça nous prend une année entière pour, par exemple, ce sujet-là. On trouve des tonnes d'articles et en fait, on est très déçus parce que la qualité de l'évidence qui existe est extrêmement faible, parce qu'on n'a quasiment aucune donnée, on n'a presque rien. Donc on a des études par-ci par-là complètement biaisées, mais pour pouvoir reconstituer tout ça, on doit s'appuyer sur peu de choses. Donc on en est quand même à l'expérience accumulée depuis 500 ans ou plus de la médecine sur lequel on s'appuie majoritairement. Donc on doit aussi là rester très humble, que c'est très empirique. Mais c'est ça le problème de ces outils d'intelligence artificielle, c'est qu'ils utilisent des données, mais il n'y en a tellement pas que forcément le résultat à la fin ne peut pas être d'excellente qualité. Alors par exemple, nous ce qu'on a fait, on a commencé par faire une étude en Tanzanie, qui nous a pris 2 ans. Pour vous dire, pour développer ça, c'est 15 ans de travail, en fait. Vous imaginez bien que ce n'est pas les timelines pour une start-up qui veut faire de l'argent très vite. Donc, c'est aussi pour ça que ça ne peut pas être des entités, en général privées, qui développent ça, mais des gens comme moi qui sont dans le secteur public, à l'université, parce qu'on a le temps, quoi. On fait de la recherche, on y va à fond, quoi. Et là, cette étude qui nous a pris 2 ans, c'était déjà juste pour le premier calcul de base qu'il nous faut pour créer un algorithme, c'est la prévalence des maladies dans la population cible. C'est-à-dire tout simplement, là c'était un enfant de 2 mois à 5 ans avec de la fièvre, et on doit savoir dans ce groupe-là quelles sont les maladies qui existent et dans quelle proportion. Parce que ça va nous donner ce qu'on appelle la probabilité pré-test, c'est-à-dire quelle est la probabilité quand cet enfant arrive dans votre consultation qu'il ait les maladies avant que vous lui ayez posé une quelconque question ou l'ayez examiné, c'est cette probabilité de départ. Donc c'est vraiment le point de départ, pour lequel on n'avait aucune info. Donc quand on s'est lancé dans cette étude, les gens ont rigolé en disant « Ouais, mais on sait très bien ce que les enfants ils ont quand ils ont de la fièvre et tout ». Je dis « Bon, trouve-moi l'étude ». Jamais aucune étude n'avait été faite pour savoir ça, même chez nous. Et cette étude, on l'a publiée en 2014. Depuis, aucun autre groupe n'a refait une étude comme ça. Alors moi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est horriblement compliqué, pénible, cher, difficile. Donc, c'est pas étonnant qu'elle n'ait pas été refaite. Il y a un grand consortium là, qui essaye d'en refaire une depuis 2-3 ans, mais les résultats ne sont pas encore sortis. Donc nous, ce qu'on a trouvé, par exemple, en bleu, déjà que la moitié de ces enfants ont des infections respiratoires, puis après on a pu classifier quel type, est-ce que pneumonie, pas pneumonie, virus, bactéries, enfin on a fait, je crois qu'on a fait 25 000 tests de laboratoire pour 1000 enfants, et toutes les informations cliniques, bien sûr, très détaillées pour pouvoir faire un diagnostic final le plus probable. 25 000 tests sur combien de temps ? Pour 1000 enfants, donc ça fait pas mal de tests par enfant en moyenne, et ça nous a pris une année pour les inclure, ces 1000 enfants. Et tu penses, mais c'est peut-être un détail, mais c'est pour bien comprendre que s'il fallait faire un suivi longitudinal, on aurait pu voir un virage ou une évolution de cette prévalence au bout de combien de temps ? Alors tu veux dire en fonction du temps, parce que des saisons et tout ça ? Alors peut-être des saisons, mais aussi sur le temps, la prévalence par hypothèse, elle pourrait changer au bout de combien de temps ? Peut-être au bout de 10 ans, au bout de 15 ans ? En fait, ces maladies, elles changent tout le temps parce qu'il y a des épidémies. Ouais. Donc en fait, nous, c'est une photographie pendant une certaine année
On a essayé de couvrir à peu près toute l'année pour avoir une idée des variations entre les saisons. Ouais. Mais on sait que l'année suivante, ça peut être différent, parce que les épidémies sont différentes. Donc, le sens c'est une sorte de photographie. Si on faisait la même étude en France ou en Suisse, on n'aurait probablement pas des choses si différentes que ça. Tout ce qui est respiratoire, c'est très stable. C'est les enfants, ils ont tout le temps la goutte au nez. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont très universelles. Ouais. Et certains trucs qui sont très localisés, comme la malaria, comme la typhoïde, qui changent d'un endroit à l'autre. Enfin, merci pour ta réponse. Ma question était peut-être naïve, mais c'était pour reprendre l'image de la photo, c'était pour savoir si la pose de la photo était au bon, à la bonne vitesse. Et puis après, si on refait une photo, à partir de quand on s'attend à avoir peut-être un résultat qui aura un petit peu bougé ou significativement différent, mais je comprends ta réponse. Ouais. Surtout que pour l'instant, on n'a pas pu faire des algorithmes qui soient quantitatifs, ils sont pour l'instant très qualitatifs, ce qui veut dire qu'on ne va pas forcément utiliser le chiffre, on va plutôt utiliser l'ordre de grandeur. Donc, s'il y a des petites variations, ce n'est pas très grave. Et de toute façon, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et on va partir de là et on va apprendre à partir de là. C'est déjà mieux que quand on ne savait même pas quelle maladie avaient ces enfants. Donc, c'est déjà un énorme pas, mais ça reste... Voilà, très, très approximatif. L'étape suivante, c'est qu'au cours de cette étude, on a pu enfin collecter des données cliniques, donc savoir combien d'enfants, quels symptômes, etc. Et puis, on fait toutes sortes d'analyses statistiques. Celle qui nous aide en pratique le plus, c'est ce qu'on appelle les Classification and Regression Tree Analyses. C'est des analyses qui sont à la frontière entre les biostatistiques standards et le machine learning, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Mais c'est des choses encore assez simples que moi, j'arrive tout juste à faire moi-même. Après, j'arrive plus. Mais ça a l'avantage de nous donner un résultat déjà sous une forme un peu algorithmique. Donc là, par exemple, pour la fièvre typhoïde, quelle serait la combinaison de symptômes et signes qui prédirait le mieux cette maladie ? Eh ben, on voit que l'âge de l'enfant est déterminant. Ensuite, est-ce qu'il a une douleur au ventre ? Est-ce qu'il y a une jaunisse, etc. On combine tout ça, puis ça nous donne un petit peu des débuts de morceaux d'algorithmes. Pour les maladies, surtout pour lesquelles il n'y a pas de test diagnostic. En l'occurrence, il y a un test, c'est celui-là, pour la fièvre typhoïde. Mais il coûte 5 francs. Et 5 francs pour l'Afrique, c'est trop cher. Donc, on ne peut pas l'utiliser. En Afrique, on ne peut pas utiliser un test qui coûte plus que 50 centimes à 1 franc. Donc voilà, donc pour ça, on le remplace par des signes cliniques parce qu'on ne peut pas utiliser le test. Et ensuite, à partir de là, on construit, une fois qu'on a toutes ces informations, la littérature, nos études, nos bases de données, etc., on crée nos algorithmes. Les tout premiers algorithmes que j'ai créés, c'était des grandes feuilles de papier à genoux par terre avec un stylo, un crayon. Maintenant, on les visualise dans des programmes et surtout, on les publie de manière totalement transparente, parce qu'on veut justement faire tout le contraire de la black box. On veut que tout le monde sache qu'il y a dedans, les cliniciens en premier, tout le monde peut voir nos algorithmes. Et donc ça, c'est le site de notre étude, où il y a un onglet « Les algorithmes », vous ouvrez et vous avez dans Draw.io, qui est un programme de visualisation, les dizaines et dizaines d'algorithmes qu'on utilise, par exemple, pour ce projet en Tanzanie. On arrive pas à les... En fait, ils sont un peu en 3 dimensions parce qu'ils sont connectés les uns aux autres. On n'arrive pas à les représenter. On cherche encore à travailler avec des gens qui pourraient nous aider à mieux représenter ces algorithmes. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on est toujours dans des équipes de médecins et d'informaticiens. Et au début, je me souviens quand on a commencé à travailler ensemble, c'était vraiment... on parlait chinois et eux japonais, on ne se comprenait pas, quoi. Et la toute première fois, j'ai même dû faire du théâtre. En fait, j'ai mimé une consultation médicale à l'informaticien pour qu'il comprenne en fait ce qui se passe pendant une consultation. Et en lui disant, ben voilà, et on a joué le théâtre avec ma collègue quand on a vu qu'il nous regardait avec des grands yeux, de pas très bien comprendre comment se passait une consultation avec un enfant malade. Ah, vous faites des personas. Enfin, ce qu'on appelle ailleurs des personas ou ce genre de représentation intermédiaire pour fabriquer de l'innovation, finalement. Ben, en tout cas, il faut que les informaticiens comprennent suffisamment notre métier de médecin. Ouais. Et nous, les médecins, il faut qu'on s'intéresse à l'informatique. Donc maintenant, j'ai une équipe de jeunes médecins qui s'intéressent à l'informatique, qui ont appris. Moi, j'ai quelques notions et on arrive comme ça. Et on est vraiment assis
l'un à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, devant un ordinateur, et on fait ça ensemble. Parce que justement, il y a une limite dans notre capacité de représenter ces algorithmes, donc il fait qu'il y a un échange permanent, tout le temps, pour pouvoir se comprendre. Et ça, c'est vraiment clé, parce que la plupart du temps, ce qui se passe, c'est que soit c'est une start-up informatique qui veut lancer un truc, et puis qui essaye par elle-même, sans vraiment demander à des médecins si c'est utile ou pas, ou vice-versa, un clinicien qui dit, ou une clinicienne, il me faut une app pour ça, mais après, elle ne s'intéresse plus à ce qui se passe derrière. Elle la commande à une start-up et après, elle regarde ce qui sort à la fin pour en général réaliser que ce n'est pas du tout ce qu'il fallait. Donc, s'il n'y a pas un dialogue permanent, ça ne marche pas. Et puis voilà, au bout d'un moment, on a fait des cycles. On en est, ça, c'est notre troisième outil, troisième génération d'algorithmes. On peut enfin l'utiliser sur le terrain. Et ça n'est que le début de l'histoire, parce qu'après, on passe des études entières à valider, justement pour faire ce qui maintenant vient dans la loi, c'est-à-dire on doit s'assurer que c'est des outils sûrs et utiles. Alors, pardon, je t'interromps encore, mais oui. Aussi pour la précision, quand tu dis on peut les utiliser sur le terrain, c'est qui on? Et la malice derrière ma question, c'est jusqu'où c'est un outil un petit peu comme avec les zadistes, enfin ce que tu évoquais avec les zadistes, qui peut être approprié par des populations locales, et si oui, jusqu'à quelle profondeur d'appropriation? Est-ce que c'est envisageable? Alors disons, nous on travaille depuis l'Institut, je travaille aussi à l'Institut tropical de Bâle, où on a en fait une relation avec un institut de recherche tanzanien depuis 50 ans. Donc on se connaît super bien. Ouais. On travaille ensemble depuis des années. Pas moi depuis 50 ans, mais enfin les équipes. Donc il y a une confiance mutuelle qui existe depuis très longtemps. Et dès le début, ils sont inclus dans le processus du mieux qu'on peut. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même chez nous. Mais on inclut tout le temps les cliniciens locaux pour qu'ils nous aident, qu'ils testent, qu'ils nous fassent des feedbacks, qu'ils nous disent ce qui va et ce qui ne va pas. Donc au tout début, ça a été dans le contexte de projets de recherche. Donc on faisait ça vraiment sur peu d'enfants, où on teste, on regarde s'ils guérissent, etc. Et je vais vous montrer juste après la dernière étude qu'on a faite, qui montre si ça marche. Ça, on le fait vraiment avec des chercheurs et des médecins tanzaniens. Et puis là, vu qu'on est en train de passer à une échelle plus grande, on essaye d'arriver à l'échelle d'un district. On continue toujours à mesurer les impacts, à regarder ce qui se passe pour être sûr qu'on ne met personne ou le moins possible en danger les enfants. Et là, on le fait avec les autorités sanitaires. Donc le contenu de l'algorithme, maintenant, il a été entièrement validé et scrutinisé par des experts tanzaniens, y compris le ministère de la Santé, qui a donné son feu vert pour dire le contenu de ça, nous, on est contents. Et d'ailleurs, c'était très joli de voir le sentiment de responsabilité qu'ils avaient. Parce qu'évidemment, quand on laisse les cliniciens se dépatouiller comme ils peuvent, on n'a pas trop besoin de savoir la qualité des soins qui se passent dans les centres de santé. Tandis que quand un gouvernement doit mettre son tampon sur le contenu d'une app, c'est responsabilisant. Il prend une responsabilité, et j'ai senti que pour eux, c'était pas facile. Voilà. Mais comme la plus-value semble quand même assez importante et qu'il faut rester humble et dire on va la modifier, quand on verra que ça marche pas, on la change. Et en fait, ça c'est aussi un des travaux qui nous a pris 3 ans. On a créé un système pour que les autorités du pays puissent modifier eux-mêmes l'algorithme sans aucune connaissance informatique particulière. Donc un médecin a une interface pour modifier l'algorithme n'importe quand. À ce moment, ça va, comment dire, sa modification, c'est du revisionning. Après, est-ce qu'elle va être partagée? Est-ce qu'elle vaut que pour lui? Enfin, jusqu'où Elle est implémentée automatiquement sur toutes les tablettes qui décident soit d'une région, soit de tout le pays. Si un jour, ça serait à l'échelle nationale. Ok, et c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé, cette possibilité de soumission est-ce que c'est le Wikipédia, ça devient le Wikipédia du diagnostic, ou jusqu'où c'est, parce que je trouve ça vertigineux pour le coup d'autoriser ça. C'est vertigineux. Il faut voir que la situation actuelle, donc c'est un clinicien qui a dans son bureau 15 livres. Est-ce que j'en ai pris un là? Je ne sais plus. Voilà, là, je vous montre par exemple le bouquin que j'ai écrit d'ailleurs à l'OMS. Parce que, si vous voulez, ce petit outil-là,
qu'il a fallu, il est où, le test rapide de la malaria. Ça a été une lutte de nombreuses années pour que ce soit accepté qui remplace un microscope complexe et une personne qui a été formée pendant 10 ans, alors que ça peut être fait par absolument n'importe qui sans formation, ou presque. Et l'OMS, nous, on avait fait les premières études pour montrer que ça marchait. Donc, du coup, l'OMS m'a demandé de venir travailler avec eux pour écrire le manuel pour les pays, pour savoir comment l'utiliser. Oui. Comme ils savaient que ça allait faire des frictions et des controverses énormes par rapport à cette peur, justement, d'abandonner le microscope, ils m'ont dit, bon, il faut que tu mettes d'accord ces 15 institutions à travers la planète. Donc, il y en a 15 qui... Tous ces experts, il faut les mettre d'accord qu'on va utiliser ça. Donc ça m'a pris 2 ans de travail pour écrire ce truc. Ouais, mais au moins, les 15 institutions sont d'accord avec ça. Et ça, y a aussi, ça explique, la partie pour le clinicien, ça explique comment il est censé utiliser le test, etc. Des machins comme ça, il en a 15 sur son bureau, de manière, donc c'est des guidelines, comme on appelle. C'est ce que le ministère de la Santé veut qu'ils appliquent dans les centres de santé. En général, c'est en silo, donc il y en a un pour la malaria, un pour le VIH, un pour la pneumonie. Mais le problème, c'est que quand le patient arrive dans le centre de santé, c'est pas écrit sur son front « Je suis un patient pneumonie, prenez le bouquin numéro 3 ». A priori, il faut un diagnostic. Ouais, donc en fait, ce que nous on fait, en dehors qu'on utilise la science, la littérature, les données, on utilise les bouquins du gouvernement et on en tire aussi tout ce que eux veulent, la façon dont ils veulent que les enfants soient soignés. Donc on prend toutes les guidelines qui concernent les enfants malades et on les met là-dedans en fait. Donc c'est pour ça que les gouvernements sont assez contents parce qu'ils savent très bien que ces machins finissent dans les tiroirs, puis en général, quand ils ont fini de les imprimer, ils sont déjà obsolètes. Ouais. Parce qu'en notre temps, il y a eu une épidémie de Covid, par exemple. Donc voilà, donc c'est ça qu'on essaye de mettre là-dedans. Et c'est ça, évidemment, ça leur a demandé beaucoup de travail à eux aussi, parce qu'ils se sont aperçus qu'entre le bouquin 1 et 2, il y a des recoupements et des contradictions. Donc il y a un bouquin qui dit qu'il faut faire A, et le bouquin il dit qu'il faut faire B. Donc on dit il faut que vous choisissiez, parce que là dans l'algorithme, dans l'arbre, la branche numéro X, vous devez choisir, ça ne peut pas être A et B, puisque ça se contredit. Donc ça leur permet de résoudre toutes sortes de contradictions dans leur prescription à eux aussi. Donc c'est un énorme travail qu'on fait aussi avec le gouvernement. Pour l'instant, on en est au début, donc on a une version qui fonctionne, et les modifications, c'est surtout nous qui les faisons sur le terrain. On est à côté, on voit les consultations, on dit mince, là la logique, c'est pas comme le clinicien, il la sent, on voit bien qu'il a plutôt envie de poser cette question-là avant cette question, et hop, on modifie, on implémente, et au patient suivant, on a une nouvelle version. Donc pour nous, ça nous aide surtout à modifier, et aussi parce qu'on travaille maintenant dans 5 pays différents, et que chaque gouvernement veut sa version à lui. Et donc, on a un outil qui nous permet de rapidement faire une version différente pour le Rwanda, etc. Ouais. Impressionnant. Voilà. Et pour, justement, on a fait des cycles de validation. On valide dans le labo informatique, après on valide sur un petit groupe de patients, et on y va toujours plus gros, toujours plus conditions réelles, si on peut dire. Et là, c'est un exemple. On a fait une étude avec près de 4000 enfants. On les randomise au hasard entre 3 bras, ceux qui n'ont rien, qui vont faire comme d'habitude, ceux qui avaient notre première génération d'algorithmes, et ça c'est la 3e, là c'était l'étude sur la 2e génération, et on regarde si on a une plus-value, c'est-à-dire on regarde si les enfants sont guéris au jour 3 et au jour 7, s'ils sont hospitalisés après coup ou s'ils décèdent jusqu'au jour 30. Et ce qu'on a mesuré dans cette étude, c'est qu'en fait, on ne s'y attendait pas, on espérait être au moins aussi bon en termes de guérison. Parce que la plupart de ces enfants, ils n'ont presque rien, ils ont des virus, ils guérissent tout seuls en fait. Mais on a même eu un effet positif, ce qui n'était pas forcément attendu. Alors vous voyez que 95% des enfants guérissent de toute façon, même si on ne les soigne pas bien, en gros. Mais avec nos algorithmes, ça s'améliore un peu. Mais ce qui nous intéressait surtout, c'est qu'il y a une surprescription massive d'antibiotiques dans les pays du Sud. Du coup, Parce que ces antibiotiques, même des antibiotiques à très large spectre, comme la ceftriaxone qui est injectable, qu'on utilise à l'hôpital et tout, ça coûte maintenant, en Tanzanie par exemple, 50 centimes l'ampoule.
Donc voilà, donc on utilise il y a toujours cette représentation qu'il y a une pénurie en Afrique, qu'on manque de choses, mais en fait, il y a pléthore de médicaments qui viennent d'Inde, qui viennent de Chine, de partout, et qui ne coûtent rien du tout. Donc il y a une surprescription massive à leur décharge parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils diagnostiques et puis qu'ils n'ont pas de guidance, qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors ils se disent, pour au moins être sûr que l'enfant ne meurt pas dans les heures qui viennent, moi, pour être safe, je lui donne un antibiotique. Résultat des courses, quand un enfant rentre dans un centre de santé primaire, 95, comme on dit en Suisse, 95% d'entre eux reçoivent un antibiotique en temps normal. Et avec les algorithmes, avec Almanac, on a pu descendre à 30%, et avec la dernière génération, 11%, ce qui est la prévalence des maladies bactériennes qu'on connaît de nos études de fièvre qu'on avait faites. Donc là, on atteint enfin probablement ce qu'il faut. Et on sait que, et ça c'est intéressant, parce que des personnes de santé publique ne pouvaient pas croire qu'on arrivait avec 6 fois moins d'antibiotiques à avoir des enfants qui guérissent mieux. Et en fait, c'est parce qu'ils font des effets secondaires sur ces antibiotiques, ça détruit leur flore intestinale, donc après ils font des diarrhées sur les antibiotiques, etc. Donc voilà, et parce qu'on identifie mieux les enfants sévères. Donc c'est comme ça qu'on explique cet impact. On ne peut pas expliquer quelle branche de l'algorithme a eu quel impact. Ça, c'est impossible. Si on voulait valider chaque branche, on en aurait pour 30 ans à faire une étude pour chacune des branches. Donc c'est assez empirique. On met tout notre machin et on voit qu'on a un effet positif. Donc ça, c'est le plus important. Mais cet effort-là, c'est évidemment très compliqué de faire ces études, et c'est ce que la plupart, toutes ces apps qui existent, n'ont jamais été validées. Maintenant, il y a une nouvelle loi qui les force à le faire, donc ça va probablement faire un sacré tri dans tous ces outils. Et puis finalement, évidemment, comme tout est enregistré sur la tablette, anonymisé, donc le nom de l'enfant reste que dans la tablette. On envoie les données sur un serveur qui maintenant est local. Au début, évidemment, on devait avoir un serveur en Suisse, mais maintenant on a réussi parce qu'on fait des échanges avec les informaticiens, ils viennent chez nous en Suisse se former, nos équipes informatiques vont sur place tout le temps. Ils s'entendent tous bien, d'ailleurs ils se comprennent, la nouvelle génération, Facebook et autres. Ils me font tellement rire parce qu'ils travaillent ensemble, mais avec une facilité à distance depuis le fin fond de la Tanzanie, la Suisse, enfin tout ça, c'est aucun problème. Donc les échanges vont dans les deux sens. Et en fait, juste avant l'épidémie du Covid, on en était à créer nos tableaux de bord pour avoir les données et commencer à voir si on peut voir des patterns d'épidémie. On avait vu par exemple que pour une grosse épidémie de dengue à Dar es Salaam, on avait sur nos indicateurs, on voyait tout à coup la proportion d'enfants avec une fièvre sans rien, c'est comme ça que se présente la fièvre dengue, qui commençait tout à coup à augmenter bizarrement. Et ça, c'était un indice qu'il se passait quelque chose, et en fait, c'était une épidémie de dengue qui était en train de se déclencher. Donc on était en train de concevoir ces tableaux de bord, et tout à coup est arrivé le Covid. Donc j'ai été, il a fallu que je m'occupe de ça d'un coup. Et très vite, un des chercheurs qui travaillait sur les projets en Afrique, un matin me dit « Mais Valérie, il faut qu'on fasse une app pour aider les gens. Ils n'ont aucune idée quand est-ce qu'ils doivent aller se faire tester pour le Covid. Il faut un outil pour la population parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. » Et en un week-end, basé sur notre expérience, en fait, on a créé un petit algorithme hyper simple. Ça nous a pris un week-end, et le lundi, on pouvait dire à la santé publique du canton de Vaud, écoutez, on a une petite app toute simple, vous diffusez, donc ils ont diffusé ça à toute la population en quelques jours, vous allez là-dessus, et c'est comme ça que vous savez si vous devez être testé ou pas. Puis après, c'est devenu, en fait, c'était vraiment un outil tout simple, et c'est devenu l'outil qui nous a permis de constamment modifier les critères. On ajustait même en fonction du comportement de la population. Par exemple, quand on était débordé de gens qui venaient se faire tester, j'avais le médecin cantonal qui m'appelait, qui disait « Valérie, on a trop de gens là, on n'a plus assez de tests. Tu changes l'algorithme, tu mets une catégorie, tu mets un seuil légèrement en dessous. » Hop, on changeait. Le lendemain, l'algorithme était modifié et toute la population savait qu'il fallait qu'elle se teste etc., etc. Donc voilà, on a développé ça. Très très vite. Après, on a fait la même chose pour la vaccination. Donc là, et on montre les données en temps réel à la population vaudoise. Donc ça, c'est le tableau de bord des tests. Et là, vous voyez en vert, tout à coup, le pic d'augmentation. Ça, c'est parce que le certificat Covid est rentré en vigueur.
Donc évidemment, les gens doivent maintenant beaucoup plus se tester. Et on voit la proportion de cas positifs. Donc vous voyez un tableau de bord extrêmement simple. Juste pour, on a dû pas mal négocier avec les autorités pour qu'ils acceptent qu'on mette ces données de manière transparente. Hein. Et plus spécifiquement, c'était publié comment? C'était en ligne? C'était des journaux qui prenaient le relais? Oui, il y a les médias qui ont repris pour avertir la population. C'est mis sur le site des autorités. Allez voir les statistiques en temps réel sur cet outil si vous voulez, si ça vous intéresse. Ça, c'est basé sur les tests rapides parce qu'on a créé un outil pour les cliniciens pour que chaque fois qu'ils font un de ces tests, on a une petite app toute simple où ils rentrent le résultat, etc., ce qui nous donne ces statistiques, en fait. Ouais. Et, évidemment, on a la lutte avec les high-tech et on n'a pas réussi à avoir une proportion de plus de 1/4 des tests qui soient des tests rapides plutôt que des PCR. Alors, c'est déjà bien, 1/4. C'est, à mon avis, beaucoup moins qu'en France, mais il y a une pression, en fait, des laboratoires et des technologies qui fait que c'est difficile à accepter quand même qu'on utilise un test aussi simple pour se tester pour le Covid. Donc on voit, là c'est les statistiques que des tests rapides, on n'a pas les PCR qui sont faites. Il y a déjà eu une maîtrise des coûts, en tout cas une maîtrise des coûts et un gain de simplicité et un gain de transparence aussi pour la population. C'est ça. Grâce à, déjà en l'état... Avec un petit outil algo, tout simple et un test tout simple. Ouais, et l'algo, après, il a vécu comment? Combien de fois il a évolué? Vous l'avez fait grandir ou retoucher? Oui, il s'est forcément complexifié un petit peu parce qu'à chaque fois que le fédéral émettait un nouveau truc, il nous envoyait en primeur le changement qui était prévu pour 2 jours plus tard. Ouais. Puis il disait, canton de Vaud, préparez-vous, on va changer ça. Donc on l'a changé, 50 fois, je pense. Okay. Et en général, il fallait que ce soit fait en 24 heures. Mais comme il était très simple, c'est ça qui était bien, c'est qu'il était très facilement modifiable par nos médecins. Donc là, à nouveau, une équipe informatique médecin qui travaille là-dessus. Et pardon, pareil, pour être assez spécifique, on parle d'une équipe de combien de personnes? Pour... créer et maintenir cet algo et faire en sorte qu'il ait une utilité de politique sanitaire? C'est quoi? C'est 5 personnes, 10 personnes? Non, c'est beaucoup moins que ça. C'est un gars qui l'a fabriqué là, en un week-end avec l'aide d'un autre ou 2 autres. Il se donnait des idées, etc. Et de notre côté, c'était moi avec ce médecin qui avait eu l'idée. Ouais. Puis après, un autre qui nous a relayé. On fait chacun des petits bouts quand on a le temps. Donc, grâce à votre expérience et le savoir-faire de quelques personnes, on parle tout mouillé de 2 personnes équivalentes temps plein, avec le bénéfice sanitaire qu'on vient d'évoquer. Oui, et c'est ce qu'on appelle de la reverse innovation, c'est-à-dire que c'est notre expérience en Afrique qui a permis que ça soit aussi fluide. Que ça s'applique chez nous et qu'on ait cette expérience. Et c'est intéressant parce que d'autres, en Suisse, d'autres cantons ou d'autres, et le fédéral a essayé de créer quelque chose, ça n'a jamais marché. Ils n'ont jamais réussi. Malgré des équipes énormes d'informaticiens et tout, ils n'ont jamais réussi à créer. Donc on est le seul canton, après quelques autres cantons, nous dit on pourrait aussi utiliser votre outil, il est pas mal là. Sans ego déplacé, d'après toi, pourquoi ils n'ont pas réussi? Ou peut-être que tu connais pas l'équipe? Parce que tu ne rattrapes pas en 1 mois ou 2 une expérience de 15 ans. Voilà, bêtement. En t'entendant, c'est plein de bon sens, mais oui, j'imagine. Ouais. Ok. Et là, on a la version vaccin. Donc, on a refait la même chose avec les vaccins. Donc, on est, je crois, le seul canton de Suisse qui peut donner des statistiques, du coup, sur les vaccinations. Des statistiques précises, en fait. Ok. Donc, voilà, bravo. Pour dire que, mais c'est parce qu'il y a peu de digitalisation. Mais c'est là Alors, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de digitalisation? Surtout pas trop. On doit rester simple. Des petites choses toutes simples peuvent faire toute la différence. Jusqu'où aller dans la complexité, c'est ça qu'on va probablement discuter parce que c'est pas la dernière épidémie. Nous, on était habitués aux épidémies. En Afrique, il y en a tout le temps des épidémies. Là, vous voyez l'accélération des épidémies sur les dernières années. Le SARS, la grippe aviaire, le MERS, Ebola et maintenant Covid. On voit que la taille du Covid, pour l'instant, par rapport au VIH et à la grippe espagnole, c'est tout petit. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est que la fréquence s'accélère à cause de la destruction de l'environnement, de la biodiversité. Maintenant, le lien a été prouvé, en fait, scientifiquement. Donc, on en aura d'autres. On va devoir s'adapter constamment à
cette réalité très changeante. Ok, et ma dernière question, de peut-être passer, évidemment, je suis sûr que vous avez plein de questions aussi, mais ce savoir-faire finalement très empirique et pragmatique sur l'ingénierie, la mise en place rapide d'algo de diagnostic au service d'une politique sanitaire, vous avez capitalisé là-dessus et vous l'avez transmis à d'autres équipes, c'est enseigné, c'en est où dans... Enfin voilà, demain, il y a une météore qui tombe sur le bâtiment dans lequel vous travaillez tous. Comment ça se passe ? Bon, il y en a déjà une partie qu'on a fermée, parce que aussi pour donner un signe, cette épidémie, c'est bon, là, ça commence à aller mieux. Ouais. On a fermé certains de nos outils en disant, il n'y a plus besoin. Okay. Donc, on les garde au chaud pour si jamais, mais voilà. Alors maintenant, on essaye de former de plus en plus de médecins pour qu'ils comprennent la technique. Ouais. Ce qu'on fait, c'est complètement open source. On l'a passé à d'autres cantons. Bon, voilà, disons, par rapport à ça, nous, disons, tout ce qu'on a développé pour l'Afrique, justement, on essaye de créer une communauté ouverte pour que les gens puissent participer. Donc on a par exemple des collègues qui travaillent sur des maladies chroniques, le VIH, dans un autre pays, qui nous ont dit « Ah ben on aimerait votre outil », puis on a dit « Ah ben il n'est pas fait pour les maladies chroniques, il est fait que pour les maladies aiguës, mais si vous voulez développer le module pour les maladies chroniques, donc les deux équipes vont se mettre ensemble et vont partager le savoir pour créer des modules de plus ». Donc on essaye de garder ça, c'est un public good comme on dit. Ouais. Ça devient commun pratiquement de c'est un commun. Hein. Le seul problème, parce que, disons, quand on en a discuté avec UNITAID, qui est la branche d'aide au développement de l'ONU, qui nous donne en fait pas mal d'argent pour implémenter ça dans plusieurs pays, moi je leur ai dit, ils ont dit, bon, votre outil justement, est-ce qu'il est open source, est-ce que c'est complètement partageable et tout? On a dit, ah oui, nous, aucun problème. La seule chose, c'est qu'il faut nous aider à le maintenir, parce qu'il y a plein de magnifiques trucs open source qui se crachent tout seul parce que personne ne les maintient. Nous, on n'a pas besoin de plus qu'une personne informatique et un médecin pour maintenir notre truc. Mais il faut juste payer ça. Il faut que quelqu'un prenne la responsabilité et s'engage. Alors on a dit, vous, l'ONU, est-ce que vous prenez notre plateforme et vous la maintenez? Alors là, ça se complique. Ouais, est-ce qu'on prend la responsabilité et tout? Donc pour l'instant, on n'a pas trouvé d'entité. Ça se complique parce que pas de moyens ou parce que pas l'envie de prendre cette responsabilité ou un mélange des deux ou encore autre chose? Les moyens, ça ne demande pas beaucoup. Ou des gens qui n'aiment pas sans faire le... Enfin bref, j'imagine que ça va être super populaire auprès de... Il y a une concurrence pour ça. Parce que c'est le début de ton exposé, d'autres outils de diagnostic qui étaient moins sérieux et bizarrement plus populaires. Je pense qu'ils ont besoin de voir si l'outil fait ses preuves avant de dire ça. Et peut-être que ce n'est pas la meilleure entité. On discute avec l'OMS aussi. Est-ce qu'eux voudraient reprendre cet outil? On est en discussion, on va regarder. Mais c'est sûr qu'il faut... Nous, on ne va pas pouvoir maintenir un outil. S'il est développé et déployé dans beaucoup de pays, on ne peut pas, nous, petit institut universitaire, maintenir ça à long terme tout seul. On a besoin d'aide. Il faut que ce soit une entité internationale, mais comme il n'y a pas un gouvernement du monde qui pourrait s'occuper de ça, on n'a que des pays. Alors, on ne sait pas où trouver une entité qui... En dehors de l'OMS, ouais. En dehors de l'OMS. Qui devrait être votre premier guichet. Ouais. Okay. Donc on va voir. Je me tais, je vous écoute, vous avez sûrement plein de questions. Alors bravo, je trouve ça très inspirant et j'ai appris plein de choses. Enfin, je crois avoir appris plein de choses en t'entendant. Ouais. Mais je n'ai pas parlé des méfaits de tout ce qu'on fait, donc j'espère que maintenant on va en parler. J'ai parlé des bons côtés. Oh. Mais maintenant, on va devoir discuter des problématiques et autres, de toutes sortes de problèmes. Je voyais madame qui avait une question avec notre histoire. En tout cas, merci beaucoup. J'ai trouvé ça vraiment passionnant. Là, c'était juste par rapport à l'OMS. Vous dites que vous cherchez juste 2 personnes pour entretenir le lab et l'OMS ne répond pas. Ça me paraît aberrant. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait. Notre équipe a une relation avec l'OMS depuis longtemps, on se connaît bien puisque j'y ai travaillé en plus. Donc il y a une confiance mutuelle, on les tient à jour de ce qu'on fait. Pour l'instant, on en était à un niveau expérimental. On n'est que depuis juste récemment dans une phase où on peut commencer à se dire tiens, le Sénégal, par exemple, on déploie là-bas dans 1 ou 2 districts et ils nous ont déjà dit si ça marche, nous, on veut faire ça à l'échelle nationale. Donc, c'est tout récent, disons que ça devient une affaire de grande échelle. L'OMS
avaient un petit peu de retard, ils n'arrivent pas à tout faire, ils ont très peu de moyens, comme vous savez. Donc ils n'ont pas beaucoup d'équipes pour s'occuper de tout ça. Et ils ont compris maintenant que de continuer à fabriquer des guidelines papier, ça ne va pas marcher, qu'il va falloir passer à quelque chose de plus agile. Et ils ont mis tout récemment une équipe sur pied. Et d'ailleurs, ils ont engagé à temps partiel les 3 médecins qui travaillent avec moi, puisqu'ils ont réalisé qu'on était un peu l'équipe qui avions beaucoup d'expérience. Ils sont en contact avec nos informaticiens, donc il y a un échange. La difficulté, c'est que cette expérience qu'on a, nous, on aimerait la transférer, mais au bon moment. C'est-à-dire que si on leur donnait le paquet maintenant, probablement que ce serait une catastrophe parce que n'ayant pas l'expérience, ils ne peuvent pas prendre leur lait si rapidement. Donc quand je parlais de 2 personnes, pour l'instant, ça doit être 2 personnes chez nous qui doivent être encore payées quelques années pour maintenir et transmettre toute l'expérience et la connaissance à l'entité. Et c'est ce qu'on va faire, en fait, on va travailler ensemble. Mais disons, on n'est pas les seuls non plus sur la planète à faire ce genre de choses. Il y a d'autres équipes. L'OMS doit rester absolument neutre et regarder tout ce que les groupes font. Il se trouve qu'on est un petit monde, on se connaît tous, donc on est tous en contact. Il y a actuellement à peu près 4 plateformes, mais celle-ci, c'est la seule où les gouvernements pourraient modifier l'algorithme eux-mêmes, et c'est ça qui intéresse évidemment l'OMS. Donc voilà, on est tous en discussion. Oui, merci aussi pour votre exposé, c'était vraiment très intéressant. J'ai une question. Si j'ai bien compris, vous reprochez au logiciel Babylone d'avoir mal fait leur boulot, mais sur le fond, l'idée d'avoir un outil de diagnostic portable sur une petite tablette ou un smartphone vous paraît une bonne idée, et c'est celle que vous avez poursuivie en faisant les choses mieux. Mais est-ce que vous n'avez pas peur que si finalement cette technologie, aussi bien que les tests rapides se développent, il y aura une perte de compétences dans des pays peu développés, une perte de compétences au diagnostic, et que du coup, du coup le diagnostic dépend d'une chaîne de big data, si je puis dire, parce que si j'avais compris, vous faites remonter les statistiques de diagnostic, et une chaîne aussi d'approvisionnement en tests qui finalement rend le système beaucoup moins résilient. Oui, tout à fait. Alors, le premier problème de Babylone, et il y a d'ailleurs une application qui, pour moi, équivalente à Babylone, il y en a une qui est vraiment bien. Elle a été faite par les médecins généralistes néerlandais. Comme par hasard, ce n'est pas une start-up, c'est un groupe de médecins généralistes qui n'ont pas un intérêt financier direct. Et eux, ils ont fait une app beaucoup plus appropriée parce qu'en fait, Babylone se trompe de cible. C'est-à-dire que leur outil donne une liste de diagnostics par ordre de probabilité, du plus probable au moins probable. C'est hyper risqué. D'abord, de mettre un ordre de probabilité numérique, c'est hyper risqué. Et ensuite, ça, c'est bien pour des spécialistes. Nous, on utilise un outil qui s'appelle Gideon, qui est équivalent, pour voir si on n'a pas loupé une maladie. Hyper rare dans un pays tropical reculé. Des fois, quand on a des patients, on ne trouve pas bien le diagnostic au retour d'Afrique. On rentre dans Gideon, il nous fait la liste de tous les diagnostics possibles par ordre de grandeur. Nous, on ne croit pas trop les ordres de probabilité, mais on va regarder en bas de la chaîne les trucs rares qu'on aurait loupés. Pour une utilisation comme ça, c'est excellent, mais pas pour une personne chez elle qui doit se faire un diagnostic. D'abord, il manque un pan entier d'informations, c'est l'examen physique. On n'a jamais fait de médecine sans examiner un patient. On ne peut pas se faire un autodiagnostic jusqu'au bout, basé juste sur des symptômes, sans voir des signes. Donc là, il y a déjà un problème. Et on ne donne pas un diagnostic sur cette base-là à un patient. On ne peut pas. On peut simplement lui dire, et c'est ce que fait cette application néerlandaise, ça c'est sûr que c'est pas grave, prenez un peu de paracétamol, voilà comment calculer la bonne dose de paracétamol pour vous, hydratez-vous, reposez-vous et regardez comment ça va demain. Ou bien allez voir votre médecin généraliste d'ici quelques jours. Ça va, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc là, il y a des confusions à quel utilisateur et utiliser quel type d'algorithme, etc. Donc ça, c'est un des problèmes. Et l'autre chose, c'est que dans notre app, constamment, on dit aux cliniciens que c'est une guidance et on a tout le temps une rubrique « Est-ce que vous voyez autre chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est hors de l'algorithme ? Est-ce que vous auriez un autre diagnostic ?» Et à la fin, on leur propose des diagnostics et ils doivent choisir « Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ».
Et ils ont toujours la labilité de changer, de modifier, parce qu'ils ont quand même leur expérience à mettre et à confronter avec ce que nous on propose. Ce que font pas du tout ces apps qui ne donnent pas cette possibilité de rajouter des éléments et de faire des choses hors guidelines en fait, hors algorithme. Donc il y a beaucoup de choses comme ça qui font que... Et surtout le fait qu'elles n'ont pas été validées du tout, elles n'ont jamais été testées pour voir si elles fonctionnaient en fait. Après, par rapport à la dépendance, alors ça c'est effectivement, là on rentre, ce que je voulais vraiment discuter ce soir, c'est tous les risques. Alors pour évaluer un peu ces risques, le premier risque, c'est effectivement on remplace un clinicien par un robot, quoi. Qu'est-ce que ça fait est-ce que c'est pas dangereux, etc. Oui, potentiellement. C'est pour ça qu'on fait toutes ces études pour vérifier. Mais aussi pour la relation patient-médecin. Est-ce que ça détériore la relation d'avoir son nez tout le temps sur une tablette ? Alors, on a fait pas mal d'études qualitatives. Donc, tous les étudiants en médecine que je peux, je les envoie faire des études qualitatives sur le terrain au Burkina Faso, partout, même des programmes autres. Terre des Hommes a un excellent programme au Burkina Faso. Ils nous avaient demandé de l'évaluer. Du coup, une étudiante en médecine est partie faire de la recherche qualitative. Et elle a interviewé les cliniciens. On a interviewé les vieux du village, on a interviewé tout le monde pour voir ce qu'ils en pensaient. Et c'était très intéressant parce que une clinicienne disait en fait, j'ai appris par cœur les écrans. Parce qu'en fait, ils sont habitués au visuel aussi dans ces cultures, et nous aussi d'ailleurs de plus en plus. Donc elle dit, je les ai à la fin, comme quand même les enfants qui viennent avec tout, fièvre, au bout du 10e, à la fin, tu sais un peu ce que va te dire l'algorithme. Bon, quand il se complexifie, tu n'arrives plus, ça c'est un des risques, c'est ça qui m'inquiète. C'est jusqu'où est-ce qu'il est suffisamment simple pour que le clinicien le comprenne, l'intègre et apprenne, et à quel moment il devient trop compliqué. Mais elle disait que même quand il n'y avait pas d'électricité et que la tablette ne fonctionnait pas, elle avait les écrans dans sa tête et la qualité des consultes qu'elle faisait était bien meilleure que d'habitude, d'après elle. Voilà, mais maintenant l'algorithme, entre-temps, il s'est complexifié, ça c'est moins sûr, donc on essaye de compenser ça avec des petits boutons partout. Donc partout, ils peuvent appuyer, mais pourquoi vous me proposez ce diagnostic pour ce patient ? Puis on explique, c'est parce que votre patient, il a ça, mais pas ça, donc on pense que ça pourrait être ça. Voilà la définition, mais des photos, des petits trucs pour... donc ils sont là avec la tablette, ils mettent à côté de la peau de l'enfant, ils disent est-ce que c'est la même chose ? Enfin, on essaye de mettre toutes sortes d'outils d'apprentissage. Et ça, c'est la clé, c'est que ça doit être transparent, et en plus, ça doit être didactique. Donc là, c'est l'interface, comment on la design pour qu'ils apprennent au passage, en fait, en même temps. Et pour que le jour où il n'y aura plus ça, il y a une connaissance et une intégration des connaissances et une transmission des connaissances qui se soit passée. Parce qu'en fait, on n'aura jamais, en Afrique, comme on a chez nous, un pédiatre avec 20 ans d'expérience à côté de chaque jeune médecin qui voit un patient, un enfant malade. Ça, on n'aura jamais. Parce qu'il y a 1000 médecins en Tanzanie, dont la moitié travaille au gouvernement, de toute façon. Donc, parce qu'effectivement, un pédiatre avec 20 ans d'expérience, il a dans sa tête une base de données de milliers d'enfants qu'il fait. Il fait en fait tout ce travail intuitivement, avec son intuition. Il manque l'intuition là-dedans, ça c'est sûr. Mais voilà, ça, on n'a pas dans le sud. Mais des fois, on n'a pas chez nous. Et il y a même une responsable des urgences pédiatriques qui m'a dit « Mais dis donc, ton truc, là, on ne pourrait pas l'adapter à chez nous, parce que nous, aux urgences, la nuit, on n'arrive plus à suivre. Si on avait quelque chose qui guidait nos internes, ça ferait déjà un bon débroussaillage, quoi. » Donc à voir. Le vieux du village, il a dit une phrase un peu mystérieuse. Il a dit « Avant, on était un peu dans les ténèbres. Maintenant, c'est la lumière. » Qu'est-ce qu'il veut exactement nous dire ? Et en fait, il voulait nous dire que ça avait diminué un petit peu la tendance des cliniciens à prescrire beaucoup de médicaments parce qu'ils demandaient des bacs-chiches pour les médics et tout ça. Et évidemment, avec une tablette, tout est enregistré, ou en tout cas, il y a une sensation. On les rassure, on leur dit les données sont complètement anonymisées, elles sont à vous, elles restent dans votre tablette. C'est anonymisé, on ne sait pas quel clinicien voit quel patient, mais quand même, ça donne une sensation qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Et lui, il trouvait que c'était beaucoup plus transparent, les consultations, et qu'enfin,
les enfants, il disait aussi, les enfants sont beaucoup plus touchés qu'avant. Maintenant, enfin, ils touchent l'enfant de nouveau, alors qu'ils avaient perdu un peu cette habitude. Donc les gens étaient plutôt contents. Donc ça nous a rassurés, ça nous a appris les risques aussi. Mais il faut qu'on continue à suivre ça de très près, surtout si on pense à tous les problèmes qu'on va avoir dans le futur par rapport à des épidémies à venir ou d'autres situations et la production de tout ce matériel là qui m'inquiète beaucoup, tout ce qui m'inquiète un petit peu. Alors du coup, de l'autre côté, une dépendance, une non-résilience en tout cas par rapport à des trop de technologies. C'est la porte que tu t'ouvrirais ? C'est-à-dire que j'ai essayé de regarder ce qu'on a fabriqué à l'aune des critères des low-tech qui ont été montrés dans une de vos conférences. Il y avait une série de critères. Et est-ce que c'est une low-tech ou pas ce truc ? Non, alors vu de ma fenêtre, c'est pas vraiment. Non, mais en revanche, en tout cas, ça serait vraiment à nuancer. Je comprends ton hésitation, mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un effort alors, ça vient pas de cette conf, mais ça vient d'une autre expérience de ce qu'on appelle du design to cost. Donc déjà, il y a un souci d'être au plus près d'un coût acceptable, un coût financier, un coût en termes cognitifs aussi, de sophistication d'un outil. Puis l'autre truc que je trouve très intéressant et que dans ton récit, tu frôles plusieurs fois, c'est le problème de ce qu'on appelle l'expérience dans d'autres métiers, l'expérience utilisateur et les couches les plus hautes de l'interface qui vont conditionner ce que le médecin voit et ce sur quoi il a la main, mais aussi incidemment ce que le patient voit et éventuellement même ce que l'entourage du patient, parce qu'on pourrait étendre ça à ça. Et du coup, la question que ça pose... Alors bon, j'ai fait un détour, mais au moins 2 points. Ça n'est pas strictement une low-tech, mais en revanche, il y a un vrai souci d'économie. Et du coup, je trouve que le système, dans la mesure où il est capable de justifier de gains en termes de politique de santé, il est clairement pas à repousser parce qu'il ne serait pas suffisamment... produit par la bonne volonté et le couteau. Donc déjà non, on ne va pas le repousser automatiquement. Puis après, ce qui est intéressant, c'est quoi les points de progrès qui restent pour le rendre éventuellement plus résilient. Puis là, tu viens de le frôler sur la fin, c'est qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de courant, l'effet d'apprentissage pour le médecin qui a appris des séquences à travers justement peut-être une mémoire visuelle d'écran, des séquences de l'algorithme ou des échos de cette séquence-là. Enfin, il se passe des tas de choses, non strictement pas low-tech, mais pragmatiques en tout cas. En tout cas, l'application elle-même qu'on a développée, une fois qu'on l'a créée, elle a été compliquée à créer, mais maintenant qu'elle existe, elle ne va plus coûter grand-chose. Elle demande d'être juste maintenue avec 2 personnes à peu près, sur le long terme, et après, les gouvernements qui doivent les modifier eux-mêmes, et tout ça assez simple. Mais notre gros problème, et c'est ça un petit peu que je voulais montrer ici... je t'en prie, bien sûr. Il y avait une pause naturelle, mais si tu veux continuer ton exposé, bien sûr. Disons, c'est le support. Peut-être je vais montrer ça après. Disons, ce qui se passe, c'est que avec l'obsolescence programmée de ces engins, surtout quand ils se retrouvent en milieu humide et c'est pas tropicalisé, et 40 degrés et tout, ils tiennent 2 ans. Ouais. Et donc, dans notre institut de recherche là en Tanzanie, on a déjà une salle entière de matériel électronique qui s'accumule depuis 10 ans. Et quand on leur a demandé « vous allez faire quoi avec tout ce matériel ?» On attend les ordres du gouvernement pour savoir comment les recycler. Et en fait, ça fait 10 ans qu'ils attendent de savoir comment les recycler. La filière n'existe pas. Ouais. La filière n'existe pas et ça fait donc une quantité de matériel complètement inouïe. Donc du coup, j'ai téléphoné au groupe qui fait le Fairphone. Là, moi, j'ai les Hollandais qui font le Fairphone. Puis je leur ai dit, est-ce que vous pourriez nous faire une Fair-tablette pour les pays du Sud ? Puis ils ont dit, excellent, mais il faut que l'OMS, ou il faut que quelqu'un nous soutienne, parce que nous, on n'est pas sûr qu'il y ait des débouchés. Donc après, j'appelle l'OMS, je leur dis, est-ce que vous avez déjà pensé au problème de l'accumulation de matériel électronique avec toute cette santé numérique qu'on est en train d'implémenter dans les pays du Sud ? Ils n'avaient jamais réfléchi à la question. Donc en fait, tout est à faire pour... En fait, c'est le support, vraiment, qui nous pose un problème. Okay.
Avec, en plus, nous, on arrive avec notre tablette, mais il y a le programme VIH soutenu par je ne sais pas quelle entité qui amène aussi son ordinateur et tel autre programme. Et les cliniciens se retrouvent avec 2 ordinateurs et 2 tablettes sur leur bureau. Et quand on les contacte en disant, dis donc, on ne pourrait pas mettre les 2 apps dans la même tablette. Ah ben non, entité américaine, problème de sécurité, personne n'a le droit de toucher à notre tablette. Enfin... Bref, donc il y a une quantité de problèmes comme ça pratiques qui fait que pour l'instant c'est une prolifération de matériel et une prolifération de data aussi qui nous inquiète, surtout que quand maintenant on a des serveurs en Afrique plutôt que chez nous, ben, sous 40 degrés pour les refroidir, c'est quand même une énergie énorme qu'il faut. Donc il faut qu'on trouve des systèmes pour jeter les données. Donc on a déjà établi qu'au bout d'1 mois, on jette toutes les données. Les data, je suis pas sûr, tu l'as peut-être dit, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris. C'est à l'échelle d'un pays qu'elles sont gérées ces data ou c'est encore plus, ou elles sont toutes rapatriées en Suisse ou... J'avais cru comprendre que l'app pouvait être localisée à l'échelle d'un pays. En tout on cas. est localisé, donc elles sont là-bas. Ouais. Mais bon, elles vont s'accumuler parce que je veux dire, il y a à peu près 1 million de consultations d'enfants par année juste pour la ville de Dar es Salaam. Ouais. Donc pour le pays, ils sont 36 millions, enfin, etc. C'est même pas du big data. Ce qu'on fait, c'est pas du tout du big data, mais c'est quand même une quantité de données qui s'accumule très, 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 très vite et qui vont demander si on les gardait à long terme. Donc pour l'instant, on a une copie en Suisse parce qu'évidemment, on fait des analyses statistiques, on fait du machine learning et tout ça. Mais on essaye, ma collègue qui travaille là-dessus, essaye de délocaliser. En fait, elle essaye de créer un système pour qu'on analyse en Tanzanie et envoyer les algorithmes d'analyse plutôt que de faire venir les données. Je ne peux pas vous expliquer techniquement comment ça marche, mais on essaye. Okay. Heureusement, j'ai une collègue à l'école d'ingénieurs en intelligence artificielle qui est sensibilisée à toutes ces questions d'impact, etc. Numérique, là, je vous montre juste encore. Le problème, c'est qu'au début, on avait juste une tablette. Puis après, on s'est aperçu que les murs du centre de santé, c'est des vieux bâtiments qui ont été construits il y a 30-40 ans. C'est des gros murs pour pas qu'il fasse trop chaud. Ouais. Et on ne peut pas connecter 2 tablettes par Bluetooth à travers les gros murs. Donc, on a dû mettre un relais. Puis après, du coup, on doit mettre un petit module parce qu'il n'y a pas tout le temps de la 2G. Ça nous suffit la 2G. On n'a pas besoin de 3, 4, je ne sais pas quoi. Mais selon les centres de santé très reculés, il n'y a même pas de 2G. Donc, il faut que le clinicien il monte sur la montagne pour nous synchroniser les données. Donc, on doit lui redonner un petit matériel, etc. Donc, on a tout à coup une prolifération de matériel électronique qui, sans qu'on le veuille, commence à m'inquiéter sérieusement. On a des endroits où on n'utilise qu'une tablette, mais il y en a d'autres où on se retrouve parce qu'on rend le truc tout le temps plus sophistiqué, qui fait que je ne sais pas très bien où on va aller. Surtout que, disons, le paradoxe quand même, c'est que pour fabriquer tout ce matériel, c'est ces mêmes enfants qu'on met dans les mines. Ouais. Donc, si vous voulez, moi, le problème, c'est que sauver des vies d'un côté avec ça, mais les tuer de l'autre en les faisant ramasser. À extraire des terroirs. Ou avec l'impact CO2 de la quantité d'énergie que ça demande de fabriquer tous ces trucs, ben, c'est là où elle est où la balance, en fait. Ça, c'est vraiment un des aspects qui m'inquiète. En tout cas, c'est tout à ton honneur de te poser les questions. En parlant de questions, d'autres remarques, d'autres questions dans la salle sur ces points qui s'en trouvent sur l'éthique, la question de déjà qu'est-ce que vous en pensez, low-tech ou pas low-tech ou objet, ce qu'on appelle aussi un objet intermédiaire. Pour le coup, j'ai bien aimé dans ton exposé, l'objet intermédiaire, c'est les maquettes et les brouillons qu'on utilise pour mieux développer des technologies, mais là, c'est objet frontière. En design, on appellerait ça un objet frontière, ce que tu viens d'évoquer. Non ? Pas d'autres questions ? Philippe, t'en penses quoi, toi ? C'est low-tech ? Vas-y, ouais. C'était pas sur l'aspect low-tech. Sur l'aspect culturel, vous avez évoqué le problème de protection des données. Est-ce que c'est un problème qu'on se pose, par exemple, en Tanzanie ?
Est-ce que le patient, il s'inquiète de ses données? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant dans une tablette? Et réciproquement, quand on fait un diagnostic, nous, on a des habitudes, je sais pas, en Europe, en France, on dit « Ah, j'ai mal au cœur, j'ai mal à l'estomac », on identifie les organes internes sans les voir. J'imagine que c'est très culturel. J'imagine que dans les cultures africaines, ça peut être tout à fait différent. Cette façon, comment vous intégrez le fait que dans ces algorithmes, on doit prendre en compte des perceptions internes et des questions qu'on pose qui sont très culturelles finalement? Oui, alors typiquement pour la fièvre, on a fait une étude pour savoir qu'est-ce que le mot local Homa voulait vraiment dire, parce que par exemple, ils parlaient parfois, quand ils ont mal au ventre, ils parlaient de fièvre du ventre, parce que la fièvre du ventre, c'est le mot qui est utilisé pour la typhoïde, mais le mot fièvre est parfois utilisé pour la malaria, enfin c'est très compliqué. Donc on a essayé, on a fait en posant plusieurs questions de symptômes, voir à quoi ils associaient exactement le mot Homa, et on a pu déterminer que c'était quand même pour eux clairement la fièvre au sens où on l'entendait nous. Donc du coup, on peut utiliser ce terme. Donc on doit tout le temps demander à nos collègues locaux, et les tablettes sont en plusieurs langues, donc elles sont en anglais, mais elles sont aussi en langue locale. Donc pour la traduction, c'est là où il y a des débats assez importants de savoir comment on va traduire ça, comment les gens se le représentent, etc. Et c'est là où on a aussi des petites fenêtres qui décrivent le symptôme pour que le clinicien puisse trouver une manière d'expliquer localement qu'est-ce qu'il entend par là. Mais disons, l'observation d'avoir mal là ou là, ça existe aussi là-bas tout à fait de la même manière. Donc ça peut être très précis, les gens peuvent être assez précis dans ce qu'ils décrivent, ça c'est pas trop un problème. Il y avait une autre question que vous posiez après. Ah oui, les données. Alors les données, donc au début, on leur demande toujours s'ils sont d'accord que les données sont enregistrées, et ils signent un papier pour dire qu'ils sont d'accord. Bon, on essaie de leur expliquer ce que ça implique. Ils sont toujours d'accord parce qu'évidemment, ils ont bien remarqué que la qualité de la consulte est quand même nettement supérieure quand on utilise ce qu'ils ont baptisé la tablette magique. Bon. Donc la protection des données, ça a été des grandes discussions avec les gouvernements. C'est pour ça qu'on en est venu à ce que ce soit dans un serveur dans le pays. C'est déjà un énorme progrès. Il n'y a aucun nom qui est transféré de la tablette. Et la tablette, au bout d'un mois, les consultations s'effacent, ne restent que les noms. Mais bien sûr, il y a des tentations quand même de commencer à lier ça à d'autres types de données. Et c'est très inquiétant. Moi, je pense que l'avenir, c'est que chaque patient devrait avoir une petite carte où il a ses données lui-même médicales, et qu'à chaque fois qu'il va dans un centre de santé, ça devrait être la même chose chez nous, c'est lui qui gère et qui maîtrise ses données, il les donne et il désactive les parties qu'il ne veut pas montrer. Par exemple, s'il a eu un problème psy puis qu'il n'a pas envie que son médecin cardiologue le sache, eh ben, il désactive la partie. Voilà. C'est ça qui devrait être la finalité. Donc, y a du travail qui est fait par ma collègue d'ailleurs pour essayer justement de décentraliser pour que tout soit le plus possible à la fin dans les mains de l'utilisateur. Le problème, c'est que si le patient perd sa carte où il y a toutes ses données médicales, elles sont perdues pour toujours. Donc, ça, c'est un problème aussi. Voilà. Après, j'ai demandé, il y a pas mal de cyberattaques en ce moment en Suisse. Je ne sais pas, ils aiment bien la Suisse là en ce moment, aussi dans le médical. Donc j'ai demandé à ma collègue qu'en est-il du risque de nos données de cyberattaque. Elle dit des données médicales de patients pauvres qui n'ont pas un centime ni une carte de crédit, mais ça les intéresse absolument pas. Je dis bon bah ça va. Mais à voir, hein, à voir. Il y avait quand même eu quelqu'un qui avait mis les données des résultats des tests VIH de certains hauts placés à Singapour. Il y avait eu cette histoire, donc il faut quand même faire attention. Et la même masse, enfin pas à l'échelle individuelle, mais cette masse d'informations pour pouvoir faire son propre algo, un Babylone V2 ou ce genre de choses, ça ne vous inquiète pas ? De toute façon, nos algorithmes, ils sont publiés. Pas l'algo, pardon, mais la masse les données, c'est open source aussi. Nous, nos données, on travaille en tant que scientifique. Quand on publie, on doit mettre les bases de données en libre accès. Ok, autant pour moi alors, d'accord. Ouais. Donc la question ne se pose pas. Mais anonymisé.
Et après, il y a aussi des techniques comment anonymiser mieux, parce qu'avec une date de naissance, on peut retrouver les gens. Un lieu, une date de naissance, des choses comme ça. Donc ça pose des questions. C'est sur la question de sauver des vies avec l'appli et effectivement le coût énergétique, le travail des enfants, etc. Cette question éthique qui paraît insoluble. Mais est-ce que, c'est peut-être naïf comme question, mais vous êtes à une place assez cruciale, parce que c'est vous qui l'avez vraiment mis au point. Est-ce que ça ne vous permet pas d'avoir éventuellement un levier de pression pour dire votre sensibilité justement à ça, aux questions énergétiques, aux questions du travail des enfants, et de mettre un peu sous condition certaines choses, je ne sais pas. Oui, c'est-à-dire qu'il faudrait se mettre en contact en discuter avec les gouvernements qui achètent ce matériel. Est-ce qu'ils pourraient acheter du matériel fair, justement, qui garantit le plus possible, parce qu'on n'arrive jamais à garantir jusqu'au bout, mais que ça n'a pas été, que c'est une tablette qui n'est pas développée avec des enfants dans les mines, mais bon, je sais que Fairphone, ils font tout ce travail, mais ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de la chaîne. Mais disons, c'est déjà beaucoup mieux que les trucs standards. Et travailler avec, par exemple, le Fonds mondial, qui est les gouvernements qui donnent de l'argent pour les pays du Sud, pour les maladies les plus importantes. Travailler avec le Fonds mondial, s'ils donnent des crédits pour acheter des tablettes, qu'ils mettent comme condition qu'elles soient fabriquées sur place. Par exemple, le Rwanda fabrique ses propres tablettes maintenant, et je me disais au moins qu'on achète celles qui sont fabriquées localement. Mais c'est un gros souci, surtout que l'autre aspect sur lequel je me pose pas mal de questions, c'est l'empreinte carbone de tout ce travail, parce que l'empreinte carbone que peuvent avoir des gens en Suisse qui sont en plus un petit peu plus fortunés, c'est 4,6 planètes, l'empreinte moyenne d'un Suisse, l'empreinte mondiale c'est 7, et puis l'empreinte de mon collègue Mamadou, qui est agent de santé dans un petit village du Siné Saloum au Sénégal, lui il émet 1 tonne, quoi. Donc c'est horriblement frustrant, et c'est vrai que j'ai du mal à regarder mes collègues du Sud dans les yeux en leur disant on travaille ensemble sur des programmes avec de la technologie, tout ça, de l'empreinte carbone et tout. Mais d'un autre côté, nous, moi, en venant en avion vous voir, en travaillant, tout ça, j'ai une empreinte de fou. Donc en fait, je tue vos enfants à travers mon empreinte carbone de pays riches. Donc est-ce qu'il n'y a pas un truc complètement dingue là ? Donc il faut c'est là où je me dis que la prochaine phase de nos études, ça va être comment simplifier cet objet au maximum. Et là, par exemple, le machine learning, plutôt que de l'utiliser à augmenter la prédiction, parce que ça, c'est ce que je veux vous montrer là, ma collègue a développé avec un étudiant qui a fait son travail de semestre à l'EPFL, l'école d'ingénieurs, il a fabriqué Cumulator, qui est un outil qui fait qu'à chaque fois qu'ils font travailler leurs algorithmes de machine learning, ça leur calcule l'impact carbone. Donc là, vous voyez, hop, ils font passer, et là, ça leur a dit, voilà, c'est l'équivalent, vous avez fait comme 49 km en voiture. Et ça leur dit ça tout le temps, pour les sensibiliser, en fait, à ne pas faire tourner ces algorithmes quand ce n'est pas nécessaire. Parce que ce qu'on a vu, c'est que, vous voyez, avec des analyses statistiques en bas, des analyses plutôt conventionnelles de biostatistiques, on a presque 80% de prédiction d'une certaine maladie avec un impact carbone de 0,03. Puis après, on passe à l'étage au-dessus, la régression logistique, un tout petit peu plus sophistiquée. Alors là, on a tout de suite une meilleure prédiction, 98,75. C'est quoi l'unité, pardon, c'est de l'empreinte carbone, c'est 0,03, comment on dit ça ? Ça doit être kilo ou je sais pas. Je comprends pas l'unité. Ouais, moi non plus, j'aurais dû la noter. Je pense que c'est des tonnes, ouais. Donc dès qu'on appuie sur ce que ça dit, c'est quand on appuie sur le bouton... Et qu'on fait tourner cette analyse statistique sur les données... Ça coûte au moins quelques kilos. Voilà, ça fait tant de kilos. Mais c'est surtout, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'avec la régression logistique de Ron, par exemple, on voit que le gain de prédiction, il est hyper marginal. Par contre, l'impact carbone, il explose.
Mais par contre, tout à coup, il y en a d'autres. Random Forest, ne me demandez pas pourquoi, il a un impact carbone plus faible. Je ne sais pas. En tout cas, il a essayé de simuler pour voir et qu'on comprenne. Parce que ça veut dire que les réseaux neuronaux, il ne faut pas qu'on fasse. Ouais. Parce que la plus-value, elle est nulle. En termes de. Donc c'est un choix qu'on doit faire. Ouais. Et c'est ça, je pense, qui peut. Donc typiquement, l'intelligence artificielle, on va l'utiliser pour simplifier l'algorithme. C'est-à-dire qu'on va analyser toutes les questions en fait, qui se révèlent inutiles, où on réalise que poser la question aux parents de tels symptômes, en fait, ça ne sert à rien, parce que ça n'a pas de plus-value, et on l'enlève. Je vois ton slide précédent, mais c'est un bon cas de rendement décroissant, dans une approche tentérienne. C'est ce que tu allais dire, j'imagine, là. Oui, ce que je veux dire, ça c'est Grégoire qui m'a donné qui a fabriqué cette courbe. C'est-à-dire, peut-être Grégoire, tu expliqueras ça mieux que moi, mais le retour, disons, au cours du temps, quand on complexifie l'objet, oui. On a au début un rendement meilleur, et puis après ça commence à diminuer, et ça peut même s'inverser pour devenir délétère. Et donc, Mamadou, quand j'ai travaillé avec lui au Ciné Saloum dans son petit village, j'avais pas de tablette. Et on a dessiné l'algorithme sur un bout de papier. Je connaissais les guidelines du Sénégal, donc on l'a fait ensemble. Je connaissais les guidelines de l'OMS, on l'a fait pour son village. Je peux vous le montrer. Il est tout simple. Il tient sur une feuille qu'on a collée au mur. Et avec ça, sincèrement, la qualité des consultations qu'il faisait était un cran meilleur. Ok. Donc, avoir un algorithme papier, ça, plutôt que rien, c'est déjà une énorme amélioration. Amener juste le test de malaria, et ça c'est ce qu'avait Mamadou dans son village, il avait comme unité test diagnostic la malaria. Ça change tout, il avait juste ce truc-là. Ouais. Et avec ça, il diminue la mortalité des enfants énormément. Donc il y a un impact énorme à rajouter juste un de ces trucs-là à un algorithme papier. Mais après, ce qui m'inquiète, c'est que notre tablette, auquel maintenant on a connecté cet oxymètre, qui demande plusieurs de ces tests rapides, plus maintenant quand même une petite machine pour mesurer l'hémoglobine, parce que ça n'existe pas sous ce format-là. Enfin, voilà, on commence à rentrer dans des trucs, je ne sais pas très bien où ça s'arrête. Quand on met de l'intelligence artificielle par-dessus, le gain, là, je pense qu'il devient vraiment marginal. Si on mettait l'intelligence artificielle dans la tablette, ce que font de plus de gens, c'est-à-dire qu'au lieu de la garder sur un serveur et d'analyser toutes les données, on voudrait la rendre individualisée, c'est-à-dire que pour chaque enfant, on analyse les données en temps réel et on améliore le diagnostic pour cet enfant-là. Là, je pense que ça devient de la folie. Et puis, le robot qui a réussi son examen de médecine en Chine, je pense qu'il est là. Disons, ce qui m'inquiète, c'est que peut-être on est même... j'allais y venir, pardon. On est même peut-être là. C'est ça, en voyant la façon dont vous avez réparti ces différents cas d'usage, d'emploi de technologie par rapport à ce que j'ai compris. Merci Grégoire de son exposé autour de Tenter et de l'application de la loi des rendements décroissants à ces problématiques de où est-ce qu'on met le curseur en termes de sophistication et de risque de création d'hyperfragilité versus un gain social. Je trouverais très intéressant de poser exactement la question, mais pas de façon inductive, avant de montrer où vous avez placé ces différentes technos sur la courbe, à des personnes qui à la fois connaissent ces technos et connaissent ou auront été sensibilisées à la loi des rendements décroissants appliquée dans ce contexte, parce que le résultat n'est pas du tout évident à situer. Et je comprends que tu l'aies montré une première fois comme ça, puis j'avais envie effectivement de faire migrer un peu tout ce petit monde vers après le tipping point, là, et c'est un très très bon cas. Merci de l'amener et merci de l'avoir formulé, et probablement en connivence avec et puis retourner sur notre chaîne, voir... le Café Collapse de Grégoire sur Tenter, parce que tout est là et c'est passionnant. Et ce qui complique les choses, c'est que là on parle d'un outil pas pour se cuire des bananes, mais qui peut sauver des vies. C'est ça. Et c'est là. Alors combien vaut une vie ? Combien d'impact carbone on peut se permettre pour sauver une vie d'un enfant voilà. Et ouais. Et oui. C'est très clair. Bravo. Donc ma question suivante, c'est notre problème éthique majeur, c'est qu'en fait le numérique est une ressource limitée comme toutes les autres. Ouais. Et donc il y a un moment, il va falloir choisir.
Est-ce qu'on l'utilise dans nos pays pour son jogging et mesurer sa fréquence cardiaque en temps réel? Ou est-ce qu'on accepte de Ou est-ce qu'on l'utilise? à... Est-ce qu'on met une priorité? Et quand ça sera la guerre du numérique, on a vu avec le vaccin Covid, on a vu où vont les ressources. Donc moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que quand ça va se raréfier, est-ce qu'on va pouvoir défendre qu'on les laisse en Afrique pour sauver des enfants, mais qu'on ne peut plus voir des films en streaming, quoi? Je ne sais pas. Voilà, l'OMS est très inquiète de tout ça. En tout cas, il y a un précédent pendant. En tout cas, je ne sais pas si vous l'avez vécu pareil en France. En France, pendant l'entrée de la crise Covid, toutes choses égales par ailleurs, mais je pense que c'est un précédent. La bande passante de Netflix a été réduite pour autoriser le télétravail. Ouais. Je ne sais pas jusqu'où est-ce qu'on peut transposer ça. Oui, non, est-ce que c'est le début de ça. faible C'est de ça, tout à fait. Il y a effectivement un trade-off entre des usages du numérique et par ailleurs, merci de le montrer, de plus en plus de gens, on peut l'espérer, ont le souci de l'obésité fonctionnelle et énergétique du numérique. Ouais. Surtout que dans nos pays, comme il n'y a aucune régulation, ce qui sort sur le marché comme outil numérique pour la santé, c'est beaucoup de gadgets. C'est énormément de gadgets. Démontrer. En tout cas, d'une génération d'outils de diagnostic à une autre, il n'y a clairement pas la même efficacité. Et il y en a qui sont déjà contestables à ce titre-là, de leur rapport efficacité empreinte énergétique. Et paradoxalement, dans les pays du Sud, en fait, on est mieux parce que, étant donné qu'il y a pas beaucoup d'argent pour la santé, eh ben, les gouvernements doivent faire ce tri dès le départ et n'acceptent pas. Je veux dire, nous, on a dû passer devant une commission de santé numérique de Tanzanie où ils ont évalué l'outil, ils ont dit est-ce qu'on veut ça dans notre pays, est-ce qu'on l'accepte ou pas. Et ils ont donc un filtre qui fait qu'il n'y a aucun outil de santé qui rentrera dans leur pays s'il n'a pas été évalué par une commission complète de plusieurs professionnels. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, n'importe quoi peut proliférer sans aucune restriction. Donc, c'est ça on est dans une situation pire, en fait, parce qu'on a trop d'argent, paradoxalement. Je comprends. Et du coup, c'est autant de chèques en blanc pour des technos contestables, approximatives et pas toujours bien intentionnés. Ouais. En tout cas, pas avec ces intentions-là. Ok, alors, c'est très clair. C'est des remarques, des questions? Peut-être une pour moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Pourquoi le Fairphone ne serait pas approprié? Je n'ai pas très saisi. Est-ce que c'est une histoire de taille d'écran ou vous avez dit que le Fairphone n'était pas approprié, il fallait une tablette ouais, parce que c'est plus facile à lire quand même sur l'écran. Il est tellement petit que pour eux, ils perdent. En fait, ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire ces consultations. Ils avaient des consultations d'en moyenne 5 minutes. Maintenant, avec notre tablette, ils doivent passer 15 minutes. Donc déjà, ça, c'est une crise de ressources humaines. Mais personne ne peut évaluer un enfant malade en 5 minutes, de toute façon. Donc ça, tout le monde est conscient. Ils vont augmenter les ressources en personnel et tout. Mais on ne peut pas passer 30 minutes. Donc voilà. Est-ce qu'il faudrait pas réadapter, on peut, s'il faut vraiment. Je pense que ce n'est pas une mauvaise voie de réadapter à un écran plus petit. Alors, il est lisible sur un écran plus petit. Il s'adapte à la taille de l'écran. Donc, il est lisible sur un smartphone. Mais le problème, c'est que Fairphone, ils en sont en version 3 maintenant. Elle devient un peu plus stable, mais on doit avoir des trucs quand même assez stables. Et puis, ça pourra les aider à développer. Enfin, moi j'en ai un, il marche bien depuis un an. Il faudrait vraiment, je pense, développer un Fairphone ou une Fairtablette ou un gros Fairphone, je ne sais pas quoi, qui soit aussi adapté à l'humidité, la température de ces pays. Enfin, il faudrait un outil approprié. Et je vais dire un gros mot, mais si c'est vraiment un point dur, pourquoi pas avoir pris je sais pas moi, quelque chose chez Lenovo et avoir renoncé à cet enjeu sur la consommation de ressources numériques, enfin sur le capex de la consommation de ressources numériques, et puis se dire bah tant pis, on prend n'importe quelle tablette tropicalisée Lenovo et bah oui, elle sera moins bien sourcée, mais par contre on sait qu'elle va durer plus longtemps. Ouais. Enfin, je trouve assez rigoriste en fait l'approche, mais voilà. Bon, très concrètement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé les gouvernements décider.
C'est pas nous qui avons décidé en fait. C'est eux qui ont décidé quelle tablette ils voulaient utiliser dans leur pays. Et pour l'instant, il y a le prix qui compte. Hein. Je veux dire, une tablette de base, c'est quand même moins cher qu'un Fairphone pour l'instant, beaucoup moins cher. Donc il y a aussi un problème de prix quand on commence à en acheter beaucoup. Et une tablette tropicalisée, c'est beaucoup plus cher qu'une tablette de base. Probablement. Après, il faut qu'on réadapte tout aux ordinateurs parce qu'ils commencent maintenant à avoir des registres électroniques du patient qui, eux, sont sur ordinateur. Donc peut-être qu'on va abandonner les tablettes et mettre ça sur l'ordi, comme ça il n'y a pas d'impact non plus. On doit s'adapter tout le temps à ce qui se passe et ce qui bouge là-bas. On parle de quel nombre de tablettes pour avoir une idée. Ça me fait penser à des tas d'autres initiatives, notamment le OLPC qu'avait fait MIT, où il y avait eu des questions comme ça qui s'étaient un peu posées aussi. Mais... Bon, c'est pas pour l'instant énorme parce que nos projets sont pas énormes. Je sais pas, pour nous, on en est à combien? Quelques milliers, quelque chose comme ça. Mais par exemple, il y a des programmes de VIH et autres où c'est, par exemple, Terre des Hommes et leur programme au Burkina Faso, maintenant, c'est tous les centres de santé du pays ont une tablette. Donc, je ne sais pas combien ça leur fait de... Ouais, ça fait pas mal, quoi. Ok, et je vais dire un autre gros mot, mais par association d'idées, des acteurs comme... Negroponte, quand il avait fait depuis MIT l'initiative Sugar OS ou ce genre de choses, ça pourrait être des partenaires pour vous demain ou pas? Bon, c'est sûr que moi je m'occupe surtout de l'algorithme et pas du hardware. On ne peut pas s'occuper de tout. Du réseau, et de l'IT. C'est l'IT plus le. Mais ok, ouais. Mais il faudrait que des entités s'en occupent. Il faudrait que des entités qui travaillent avec ces pays s'occupent de tous ces aspects-là. Puis pour l'instant, c'est le tout début, quoi. Et je dis ça, c'est complète. En découvrant le sujet et par ailleurs avec tout le respect de ce que vous avez pu faire. Et en voyant que dans ton exposé, ça semble être un point dur, objectivement, cette question de la... Et du coup, je collabore avec nos collègues de géosciences pour qu'ils nous fassent une analyse du cycle de vie. Donc, ils vont nous faire une analyse du cycle de vie complète de tout ça, mais aussi des antibiotiques, parce que comme vous avez vu, on a diminué énormément l'utilisation d'antibiotiques et l'impact environnemental de la fabrication d'antibiotiques en Inde, elle est absolument désastreuse. Donc ces millions de médicaments qu'on évite, peut-être qu'il y a un bénéfice plus grand que ce qu'on impacte avec ça. Donc c'est tout ça qu'on doit mettre dans la balance. Ça, j'ai aucun doute. Et les mêmes questions se posent pour ce genre de consommables, de tests consommables Alors ça, et pour l'instant, c'est en plastique, c'est une vraie catastrophe. Il faudrait que, depuis les années que ça dure, je ne comprends pas qu'il y ait personne qui ait fait une version biodégradable. Et voilà, ça montre à quel point ces choses-là sont peu... Parce que ça, c'est des tas, mais comme ça, de tests à côté des centres de santé qu'il faut brûler, en fait. Charmant. C'est vertigineux comme là aussi comme trade-off. Je te laisse continuer, pardon. Non, j'ai fini. C'est juste que moi, je suis aussi allée en Afrique un petit peu aussi il y a longtemps, mais c'est exactement ce que vous montriez tout à l'heure. Leur empreinte carbone est tellement basse, même quand vous parlez là des tests ou même des tablettes dont vous parlez, quand on pense que nous, les enfants de 4 ans, des tablettes, notre consommation de plastique, ça reste encore vraiment limité. C'est sûr. Donc par rapport aux gains en termes de santé, ça me paraît quand même... Il y a d'autres questions à se poser avant... en Afrique, quoi. Et ce qui est incroyable, c'est que ces pays sont plus conscients des problèmes environnementaux parce qu'ils sont déjà impactés par le réchauffement et par l'environnement que nos gouvernements. Et c'est vrai que moi, je reviens toujours quand même assez fâchée quand tous ces pays ont éliminé le plastique à usage unique, donc c'est interdit d'utiliser un sac plastique, et je rentre en Suisse et on n'a même pas encore été capable de faire ça. Et quand j'ai cru que c'était un sujet délicat, et en fait, je me suis aperçue en discutant avec eux que c'est pas un sujet délicat, c'est un sujet dont ils veulent discuter, dont ils sont complètement conscients. Et il y a des manifestations à Dakar pour le climat. Des jeunes qui sont dans la rue à cause du climat. Donc, oui, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils sont beaucoup moins déconnectés que nous du climat au niveau de l'agriculture, au niveau de leur vie au quotidien. Je pense que l'impact est tout de suite
pas les super. Enfin... c'est qu'ils le vivent déjà complètement. La montée des eaux, ils la voient. Le village de Mamadou, dans quelques années, il va disparaître. Ils le savent très bien, le village. Donc ils sont super stressés parce qu'ils ne savent pas où ils vont devoir déménager. Toutes ces choses-là, et ils savent très bien que c'est le réchauffement climatique. Même dans ces villages reculés, ils savent tout ça parfaitement. Donc c'est d'une injustice absolument terrible. On avait déjà la colonisation sur le dos. Maintenant, ils vont pouvoir nous mettre ça par-dessus. Ils auront raison. Transition toute trouvée peut-être. Je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler ou pas, mais moi je ne connaissais pas Doctors for Extinction Rebellion et tu es cofondatrice. Je ne sais pas si tu voulais en dire un mot ce soir ou si. J'avais la dernière dia, c'était là-dessus. Disons Doctors for XR suisse, parce qu'il y a un groupe en Angleterre, il y a des groupes dans d'autres pays. D'accord. Et la dernière action qu'on a faite, c'est qu'on est allé parler à Tedros, le directeur de l'OMS, mais qui, en fait, on lui a fait un discours en lui disant, ça va plus, il faut changer le paradigme de santé, il faut changer les systèmes de santé. C'était pendant l'Assemblée mondiale de la santé. En fait, on lui a remis, il est descendu, il est sorti de l'Assemblée. On était des centaines de soignants en blouse blanche, et puis on avait fait ce logo où on met, c'est comme la planète, 37 degrés tout va bien, 38 degrés, plus 1 degré, 38 on commence à être malade, et à 40 degrés le patient et la planète meurt. Et il a tellement adoré notre truc. Alors déjà, quand on a fini le discours, il a dit « I'm one of yours ». Et il a mis le pin d'Extinction Rebellion, donc cette image, on l'a bien diffusée quand même. Et après, il a pris notre lettre qui avait été signée par plusieurs milliers de soignants à travers le monde, et il a expliqué à tous les ministres de la Santé, pendant l'Assemblée mondiale, j'ai eu la visite d'Extinction Rebellion, et ils ont raison. Voilà ce qui ne va pas. Et il a montré notre schéma là, de l'augmentation de la température, et il a lu nos propositions de modification des systèmes de santé. Alors, c'est la liste à plus que je vois en dessous. C'était donner la priorité à la prévention plutôt que le curatif. Et la prévention et un bon diagnostic plutôt que des antibiotiques à gogo. C'est ça. Ouais. Une médecine plus sobre, et ça, c'est pas peu dire dans un pays comme la Suisse, par exemple. Plus humaine et plus équitable. Parce que quand il y a moins de technologie, ça ramène quand même l'humain sur le devant de la scène, et développer des pratiques médicales et des infrastructures qui respectent l'environnement, évidemment, mais surtout impliquer la population et les patients dans les choix stratégiques. Et voilà, juste l'intuition du terrain, de nous sur le terrain, qu'il a lu devant tout le monde. On peut se dire, mais on est qui pour donner des prescriptions comme ça ? Mais je pense que ces instituts sont parfois déconnectés, souffrent d'une déconnexion du terrain, c'est difficile pour eux, et pour lui, c'est un énorme soutien que le terrain dise c'est ça qu'il nous faut, quoi. Donc voilà, après l'impact zéro, comme toujours, mais ou 0,1, j'en sais rien. Un enregistrement d'adhésion de l'OMS en tout cas. Oui, mais c'est sûr que l'OMS, ça fait un moment qu'ils disent au pays qu'il faut qu'ils fassent quelque chose, ça c'est sûr. Alors maintenant, on va voir où on va aller la prochaine fois. On réfléchit. D'autres remarques, questions ? Philippe ? Est-ce que, c'est des remarques un peu générales, mais ça rejoint un peu la courbe des rendements décroissants. Est-ce que vous avez cherché à quantifier le point juste, à quel point il faut approfondir le diagnostic et comment le faire ? Pour préciser ma question, par exemple, j'ai l'impression que les médecins en Europe, ils cherchent, quand ils sont en face d'un patient, à quelle est la chose la plus grave qu'il pourrait avoir, sachant que derrière, on va pouvoir dérouler toute la technologie qu'il faut pour le soigner. À l'opposé, vous avez cité un travail, une publication que vous avez faite dans lequel vous dites, avant même d'avoir rencontré le patient, statistiquement, on peut, si c'est un enfant qui a de la fièvre, on peut dire, il a beaucoup de chances d'avoir ça, et donc on pourrait dire, à l'opposé de tout ce diagnostic sophistiqué, dire, on ne voit même pas l'enfant, paf, on lui met ce qu'il faut, et puis il y a du... Voilà. Et donc ça serait la version vraiment où on aurait
très, très minimal. Le curseur qu'on met entre les deux, c'est en fait, je pense que c'est l'abscisse sur la courbe des rendements décroissants, où est-ce qu'on met la technologie, et ça c'est très arbitraire finalement. Et ça va dépendre du coût au système, donc le coût environnemental, le coût CO2, le coût financier, etc. Est-ce que vous avez cherché du coup à quantifier dans vos algorithmes, parce que vos algorithmes vous emmènent sur un point en fait de cette courbe, et c'est arbitraire, c'est un choix algorithmique. Donc comment vous fixez ce curseur? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre certains diagnostics et on est obligé de partir du maximum. Bon, le maximum, c'est juste notre algorithme et un test. Donc, on va le faire sur toute une série d'enfants. Et puis après, on va regarder pour lesquels on n'avait pas besoin de faire le test. Et même à la fin, parce qu'on veut tenir compte aussi du fait qu'il y a des ruptures de stock de ces choses-là régulièrement. Donc, il faut qu'on ait un algorithme qui soit là quand il n'y a pas de test, pour avoir une plus grande résilience. Voilà, ça c'est une autre façon de faire une résilience. Donc là, le machine learning ponctuellement peut nous aider parce qu'il va nous dire, ok, je découvre que ce sous-groupe d'enfants ne bénéficie pas de faire ce test, donc on va plus faire ce test sur ce groupe d'enfants, on simplifie l'algorithme et ça fait un truc en moins, une technologie en moins qu'on n'a pas besoin d'utiliser. Mais ça, on est obligé de partir du plus pour aller vers le moins. Sinon, on ne peut pas savoir sur qui il aurait été utile si on n'a pas essayé. Alors, si je comprends bien, vous pouvez paramétrer l'algorithme pour prendre en compte les possibilités techniques qu'il y a derrière de suivi, oui. C'est ça, oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on leur dit « faites ce test de malaria », ils ont la possibilité de mettre « pas disponible aujourd'hui », ils mettent « pas disponible » et nous, on essaye de s'approcher du diagnostic, ça sera moins bien. Et on va mettre un seuil évidemment de sécurité, c'est-à-dire qu'il va y avoir plus d'enfants qui vont devoir recevoir un médicament antimalarique, par exemple, par sécurité, mais pas tous non plus, parce qu'il y a quand même une catégorie où, par nos analyses, on voit que eux, leur probabilité est très très faible, donc on ne va pas leur donner. Donc je pense que c'est ça, on peut décider d'utiliser l'intelligence artificielle pour complexifier plus, ou au contraire, pour simplifier. Ou produire un résultat dégradé, respectueux de la disponibilité, enfin des contraintes ici et maintenant sur le terrain. Bon, d'autres points. Je sors super frustré de ne pas avoir tout compris et saisi tout ce qu'il y avait à saisir dans ton exposé, Valérie. Et je vais pas insulter l'avenir, mais j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir et peut-être il y a beaucoup de, ex post. Je vais revoir cet entretien. Il y a beaucoup de sujets dans ce que tu dis. Je te remercie beaucoup pour, comme je m'y attendais là pour le coup, pour le grand pragmatisme de ton témoignage et son ancrage dans une pratique de terrain et pour ta transparence sur tes états d'âme et le fait d'avoir partagé beaucoup de points un peu prospectifs à travers ce que tu viens de montrer de comment la médecine va pouvoir évoluer ou pas dans un environnement qui sera, on en est tous convaincus, un peu plus incertain et certainement plus dégradé. Et puis merci de l'humanité aussi que tu amènes derrière cette praxis. Et voilà, je sais pas, j'espère que tu seras amené à repasser à Grenoble et puis peut-être qu'à cette occasion tu referas un crochet par les cafés parce qu'encore une fois beaucoup de sujets partagés et puis une très belle maturité dans la façon dont tu l'abordes. En tout cas, merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir et je continue à écouter les podcasts, vos podcasts, les uns après les autres. C'est passionnant. Merci Valérie. Bon, maintenant on boit des bières.